Très bien. Eh bien, le RIT a le grand plaisir d'accueillir ce soir Marjorie Fabre, donc autrice de théâtre jeunesse et tout public, également de romans, dont les pièces sont publiées chez Coïné Éditeur. Christian, alors je connais votre prénom, je m'excuse. Christian Bach. Christian Bach, donc co-directeur avec Marie-Pierre Quetigny. Avec Marie-Pierre, donc des éditions Coïné, est présent avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et donc, on va commencer par tout simplement te présenter, et puis peut-être présenter aussi les éditions rapidement pour expliquer un petit peu le principe et puis comment vous êtes rencontrés. C'est intéressant comment... Et alors, je n'ai pas qu'un seul éditeur dans la salle. Il y a l'éditrice des éditions Luni, qui est là également, Anne-Sophie Lerman, pour qui j'ai écrit la première pièce du catalogue Luni, la première pièce de théâtre, Raïma et Jules, et qui ont aussi publié Fail, l'intégralité de la trilogie. Voilà. Eh ben, merci à vous d'être présente. J'avais compris que vous étiez comédienne, mais je me suis complètement trompée. Alors, elle joue aussi, mais tu joues dans Fail, tu fais des voix un tout petit peu, et dans Raïma et Jules aussi, fait la voix du dossier pédagogique. Donc oui, il y a une partie, c'est pas totalement faux. Très bien. Alors peut-être que pour commencer, il serait intéressant déjà de nous parler de ton parcours, parce que Marjorie, nous on s'est rencontrés toutes les deux en licence pro encadrement en 2014-2015, voilà, et donc ça a été un moment un peu aussi charnière dans ta vie, comme dans la vie de beaucoup de personnes qui suivent cette licence pro d'ailleurs, mais c'est intéressant que tu nous parles un peu de ton parcours justement d'autrice, quels sont les choix que tu as fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu vis pleinement de ton travail d'autrice, voilà. Donc, moi, j'étais professeure de français et de théâtre dans l'éducation nationale. Mais le théâtre a toujours été là dans ma vie, depuis toujours. Je suis passée donc par la littérature, des études de lettres, ce métier d'enseignant. Et puis le théâtre m'a rattrapée progressivement. Je suis devenue enseignante complètement par hasard dans une option théâtre. Je faisais du théâtre aussi en amateur, je faisais beaucoup de danse. Et jusqu'au jour où je n'ai plus pu faire que ça. Voilà, je créais des petites pièces au croisement du théâtre et de la danse. Et puis un jour, voilà, ça a été trop et j'ai décidé d'écrire du théâtre. Je suis montée à Paris, j'ai repris des études et parce que je ne connaissais absolument pas du tout ce milieu théâtral. Je ne savais pas comment faire pour aller voir des directeurs de théâtre, faire monter mes pièces, les faire éditer. Moi, j'avais écrit que des pièces qui étaient entre théâtre et danse, qui n'étaient pas des formes destinées à être éditées. J'avais une courte pièce pour un atelier jeunesse que je menais. Voilà, j'avais juste ça, mais je n'avais jamais écrit du théâtre véritablement. Donc il y avait juste cette croyance que je devais le faire. Et pour m'intégrer dans le monde parisien du théâtre, où je ne connaissais personne, je me suis dit que les études, c'était un bon moyen quand même. Donc j'ai cherché, j'ai vu qu'il y avait la licence pro. J'ai pas voulu venir en licence pro. Je voulais pas au départ parce que c'était marqué pédagogie. La pédagogie, j'avais fait des années enseignante, j'enseignais le théâtre dans des ateliers, je me suis dit, mais je connais très bien tout ça. Et donc je postule à d'autres masters de mise en scène, il y a davantage de création. Seulement les places sont extrêmement limitées, donc je me dis, il faut que j'ai un plan B. Et j'envoie mon dossier à la licence générale de la Sorbonne Nouvelle, à la licence théâtre. Mais comme j'ai la flemme, mon gros dossier de 5 pages, je l'envoie directement, j'ai la flemme de le synthétiser, en faire une seule page comme il est demandé pour la licence, et j'envoie tout mon gros dossier, donc ici. Et c'est Éloi Recoin, l'ancien directeur juste avant Marco Consolini de la licence pro, qui tombe sur ce dossier et qui me dit, mais vous savez, vous seriez mieux en licence pro qu'en licence générale. Je dis, mais moi la pédagogie, je connais, enfin, avec tout ce que j'ai fait, non, je connais. Et il commence à me parler de la licence pro, de tout le volet création, qui est extrêmement important, de la scénographie, de la mise en scène, l'écriture, avec Rémi DeVos. Bon, à l'époque, j'avais Rémi DeVos, je sais que vous êtes très gâtés aussi cette année, voilà, avec l'autrice qui intervient à vos côtés. Moi, j'avais Rémi DeVos, et puis il me parle des stages. On a des étudiants qui partent à la Comédie Française faire des stages de fin d'année. Là, il commence à m'intéresser.
Et donc, je suis sur liste d'attente sur l'autre master et je suis prise en licence pro au final. Ah oui, et puis ce qu'il me dit aussi, c'est qu'en pédagogie, vous avez fait peut-être beaucoup de choses, mais peut-être vous allez renouveler votre pédagogie. Et je ne le crois pas. je résiste, je ne crois pas. Mais je viens en licence pro avec beaucoup d'envie. Et j'ai passé une année absolument merveilleuse en licence pro, par les gens que j'ai rencontrés et l'enseignement qui m'a été donné. Et durant cette année de licence pro, vraiment, j'ai semé toutes les graines qui ont constitué le parcours et qui constituent les créations qui sont les miennes aujourd'hui. Vraiment, si on remonte chacune de ces créations, elles trouvent leur origine en licence pro. Déjà par le volet de création. Le volet de création, je sais que j'ai énormément appris déjà en écriture de plateau avec Elsa Texet-Solal, avec Rémi DeVos. J'ai fait un stage qui m'a été soufflé d'ailleurs par Armelle, aux EAT, aux écrivaines associées du théâtre, parce que moi je voulais être autrice et je ne voyais pas du tout comment faire un stage pour être autrice, ça ne marchait pas. Et Armelle, qui suivait un cours avec Dominique Baquet, m'a dit mais elle a une grosse asso d'auteurs, va la voir. Je suis rentrée stagiaire aux EAT et déjà ils m'ont permis de me professionnaliser parce que voilà, j'avais des auteurs qui vivaient de leur art et qui me donnaient des conseils en tant que jeune autrice, qui m'expliquaient les factures, les notes de droit d'auteur, les concours, les résidences, où aller, etc. Et puis, en étant stagiaire, j'ai eu accès à une offre, enfin pas une offre, un appel à texte de la compagnie Seuil Création. C'était pour des jeunes auteurs. Et il fallait écrire un court texte pour un concours sur le thème à table. Comme j'aime bien les jeux, mais j'ai joué. Et j'ai écrit une pièce qui s'appelait « Range ton cœur et mange ta soupe », qui a gagné le concours avec un autre auteur. On était deux à gagner le concours, il y a eu une mise en maquette. Et puis j'ai continué cette courte pièce qui finalement a gagné l'aide à la création, a été montée, a été pas mal de sélections et est éditée chez Les Signes maintenant. Donc ça a été ma pièce qui m'a permis d'avoir un peu de visibilité, qui a commencé à me donner de la visibilité. Donc ça a été vraiment un moteur pour la création de la licence pro, mais aussi le volet pédagogie, parce qu'évidemment, ils m'ont fait mentir à la licence pro. Et évidemment, ils ont renouvelé mon approche de la pédagogie. Ils ont réussi à répondre à des questions auxquelles je n'osais pas poser. C'est-à-dire, comment sortir de ce rôle de metteur en scène quand on est intervenant face à des adolescents, des adultes ou des enfants, un public, et qui sont comédiens, qui entraînent des problèmes d'autorité, qui entraînent toutes sortes de problèmes qui n'étaient pas vraiment satisfaisants pour moi. Là, avec la pédagogie de Bernard Grosjean et la suite, les élèves deviennent créateurs. Et là, d'un coup, tout est devenu facile en atelier. Beaucoup plus facile en atelier de jeu et en atelier d'écriture. Et grâce à cette pédagogie, moi maintenant en tant qu'autrice, on me demande souvent d'intervenir dans les classes, et grâce à ça, c'est facile. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir et c'est stimulant à bien des endroits. Déjà parce qu'en tant qu'auteur, ça nous permet aussi de gagner notre vie. C'est des droits d'auteur qui s'ajoutent à nos autres droits d'auteur, du livre, des représentations. Donc c'est important. Mais aussi parce que j'ai besoin en tant qu'auteur jeunesse de ce contact avec des adolescents, des enfants, leurs mots, leurs références. Donc ce bain-là est très très important pour moi. Et grâce à cette pédagogie, j'ai écrit Revanche. Donc Christian est l'éditeur, c'est ma première pièce éditée. J'ai écrit ça pour un atelier, 1 an après la licence pro. Et en fait, j'étais toute baignée des principes de la licence pro. Écrire pour un grand groupe, avec beaucoup de personnages, des situations, des rituels, enfin, tout ce que vous connaissez maintenant, j'imagine. Et cette pièce sur la force du collectif contre le harcèlement scolaire a été vraiment pétrie, et à la fois de mon expérience comme professeur, et à la fois comme élève de licence pro, enfin étudiante de licence pro. Et si je puis me permettre, dans Revanche, je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Personne ne l'a lu. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a une grande part
de liberté qui est laissée à la fois aux personnes qui lisent, mais aussi aux personnes qui potentiellement jouent la pièce. Je sais par rapport ensuite à Fail et à cet endroit déjà de jeu que tu mets en place dans ton écriture avec les lecteurs et les lectrices et puis avec les personnes qui peuvent s'en emparer dans le jeu. Donc, il y a vraiment des endroits didascaliques, des endroits avec des propositions presque de ce que fait le groupe. Revanche, et puis ensuite les autres groupes qui se mettent en place. En tout cas, il y a un potentiel que tu laisses au jeu théâtral ou à l'imaginaire qui est important. Et ça, peut-être que, je ne sais pas si tu veux le mettre en relation avec le fait que tu l'as écrit pour un groupe. Non, c'est intéressant, mais je pense que c'est ma façon d'aborder le théâtre, c'est laisser la place à l'autre. Sinon, dans ce cas-là, j'écris du roman, si je veux être maîtresse de tout l'univers. Mais je trouve que le théâtre, c'est un dialogue vraiment intéressant avec le public. Et beaucoup de mes pièces jouent avec ça. Même Range ton cœur et mange ta soupe, c'est une pièce pour adultes, mais qui laisse énormément de liberté aux lecteurs et aux lectrices. Donc il y a toujours ce jeu qui est présent et cet espace qui est laissé à l'autre. Et aux comédiens, aux metteurs en scène et aux lectrices. Oui. Alors comment ça se passe une rencontre avec une maison d'édition et une fidélité du coup qui s'installe? Ça se passe pour raconter toute l'histoire. Allons-y. J'avais envoyé un premier texte, Range ton cœur et mange ta soupe. Et Christian ne l'avait pas retenu. Très bien, c'était la vie du texte. Mais moi j'aimais beaucoup les éditions Koiné et j'avais très envie d'être éditée aux éditions Koiné. Et donc on se voit à différents événements et puis voilà, il entend parler quand même de Range ton cœur et mange ta soupe. Il entend parler de cette pièce jeunesse que je suis en train d'écrire, ou même que j'ai finalisée. Et il me dit, mais envoie-la-moi. Et moi je me dis, ça il le sait pas. Toi tu ne seras pas venu pour rien. Et moi je me suis dit, non mais ça va pas lui plaire. C'est pas son style. Ça va pas lui plaire, c'est pas son style. Et donc je ne l'envoie pas. Puis il me le redit. Et je l'envoie pas. Et je vais à un festival où je lis Revanche, qui n'est pas évidemment édité. Et là, je discute justement avec l'ancien président des écrivains et écrivaines associés du théâtre. Et je lui raconte cette histoire. Il me dit, quoi ? T'as un éditeur qui te demande un texte et toi, tu ne l'envoies pas ? Je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était bizarre. Donc le soir même, j'envoie le texte à Christian. Le lendemain, il me propose un rendez-vous pour qu'on en parle. Et 3 jours plus tard, on était d'accord pour le publier. On est un peu dans le fail là. Hein, on reste dans la thématique du fail, dans la prochaine pièce dont on parlera. Mais effectivement, des bâtons qu'on peut se mettre dans les roues pour des fausses croyances, des fausses précautions, des idées préconçues qu'on peut avoir et ne pas oser, c'est quelque chose, quoi. D'ailleurs, j'en ai écrit une trilogie. Peut-être pas pour rien. Voilà. Donc, non, je fais pas tout le temps ça, quand même. Depuis cette licence pro, j'apprends à oser davantage, à gagner en audace. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai dû gagner et qu'on n'a pas du tout. C'est une compétence qu'on n'a pas du tout à mettre en place quand on est professeur. Pas quelque chose qui est fondamental pour exercer ce métier. Auteur, un petit peu plus quand même quand on est artiste, savoir présenter ses œuvres, oser, tout simplement, quoi. Donc ça s'est passé comme ça. Super. Et est-ce que du coup on peut donner quelques minutes la parole à Christian pour présenter justement les éditions et comment vous c'est simplement qu'on connaisse aussi votre travail d'éditeur, vos choix et la rencontre avec le texte de Marjorie. Alors, présenter, c'est un petit peu... Il faut raconter toute l'histoire de Koiné, ça va être un peu long. À l'heure actuelle, on a dépassé notre 100e publication. Et pendant très longtemps, on était très précautionneux par rapport à la quantité d'ouvrages que l'on voulait publier. Donc, pendant longtemps, on s'est stagné à peu près 4-5 ouvrages par année. Puis... on a été boosté par un certain nombre de publications, alors plutôt adultes, qui nous ont amené à en faire pendant 4-5 ans une dizaine. Et puis après, de 10, on est passé à 20. Et donc ça s'emballe un petit peu comme ça. C'est vrai que la rencontre avec Marjorie s'est faite sur un refus au départ. Mais ce n'est pas la seule, parce que notamment Catherine Benamou, dont on a publié un texte, en fait, ce n'est pas le texte qu'elle avait envoyé, mais j'avais entendu parler qu'il y en avait un autre, donc elle a envoyé le deuxième.
et c'est celui qui a eu le Grand Prix de littérature dramatique. Donc en fait, les envois ou les lectures, ça peut se faire sur des moments, sur des disponibilités, sur des plannings, sur des projections dans l'avenir. Présenter une maison d'édition comme ça en disant comment se fait la rencontre avec les gens, c'est assez indéfinissable. C'est des choses qui sont quelquefois des sensations, des rencontres, des temps où tout à coup il y a quelque chose qui apparaît. Ah, merci, c'est intéressant. Puis on disait tout à l'heure, en discutant de manière informelle, qu'il n'y avait pas de collection jeunesse chez Koiné. Non, alors ça, au départ, oui, c'est Yann Allégret qui dirige maintenant le Nouveau Gare au Théâtre à Vitry, qui nous avait dit non, moi je ne veux surtout pas, parce qu'on n'avait que des publications pour adultes. Et on avait dit, ben voilà, ce texte-là nous intéressait vraiment, mais il s'adressait à un jeune public. Et lui, il nous avait dit non, je ne veux pas que la dénomination jeune public apparaisse sur la couverture. Et du coup, ça nous avait fait réfléchir parce que on n'avait pas de publication qui allait pour le jeune public à l'époque. Donc, c'était pas posé la question est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas. C'est arrivé comme ça un petit peu par hasard. Et il nous avait dit oui, moi je suis un écrivain qui écrit pour du public. Si c'est un public adulte, tant mieux. Si c'est un public jeune, tant mieux aussi. Et donc, on est parti sur cette idée-là parce que c'est vrai que ça nous plaisait beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est important parce que c'est vrai que, comme je disais, en tout cas, les étudiants qui sont là suivent un cours justement qui pose ces questions-là. Et c'est important pour nous d'entendre en fait aussi les choix, les différents choix éditoriaux. On a rencontré Claire David il n'y a pas très longtemps autour de Yoka Jeunesse. Donc voilà, c'est aussi d'autres démarches, d'autres réflexions. Donc voilà. Donc Catherine Benamou, je tiens à la citer, a été reçue dans le cadre du RIT également et a enseigné en licence pro pendant 3 ans. Voilà. Merci beaucoup, Christian. On va continuer. Donc, première publication revanche, deuxième publication. Il me semble que c'est la deuxième. C'est la deuxième, oui. Lily est partie. Avant Fail. Quand même, on dirait un mot avant de passer à Fail, si ça te va. Oui, sur... je reste sur ma thématique de l'échec, on va rester. pas de l'échec, mais du chemin qui prend notre tournure. En fait, j'étais partie en résidence. Il y avait une très belle résidence d'auteur qui me faisait rêver. J'arrive à décrocher cette résidence et je pars écrire avec bien en tête une idée sur un texte qui lierait la danse et le théâtre. Voilà, un souvenir de ces racines de mon parcours théâtral. Je décide de faire ça et donc d'écrire une tout publique. Et puis j'ai très rapidement une lecture à faire du texte. J'étais là depuis qu'une semaine, enfin, c'était trop tôt pour présenter une véritable lecture. Et ça a pas mal bloqué l'écriture. La pression, c'est quelque chose qui peut être assez bloquant, surtout en écriture. Et avec la poétesse qui était là aussi en résidence, on se dit, tiens, elle me dit, mais non, tu rigoles ou quoi, enfin, moi je présentais d'anciens textes à moi, on va pas se mettre en danger, on va faire une lecture croisée, ça va être très bien. Je souffle un coup, et le lendemain, parce que les résidences n'étaient pas finies, je commence à écrire, et là arrive Lily, qui n'était pas attendue, qui est l'histoire, qui est une pièce jeunesse, qui est l'histoire d'une petite fille qui n'a pas assez dit, qui sort de l'enfance, qui a 8 ans, et qui ne sait pas comment parler aux adultes, à ses amis, à dire ce qu'elle ressent vraiment. Et c'est par le jeu avec sa poupée Sophie qu'elle va mettre en scène, qu'elle va jouer en fait, là encore une histoire de jeu, dans son vieux grenier, tous les événements qui ont marqué les derniers moments de sa vie jusqu'à ce moment capital, parce que si elle est dans ce vieux grenier, ce n'est pas pour rien. Donc c'est une pièce marionnettique qui est venue par accident, qui n'était pas attendue, mais voilà, c'est les moments d'inspiration qu'on sait après reconnaître, ou quand ils viennent, on sait que non, c'est ça qu'on doit écrire. Même si c'est qui n'était pas prévu, c'est ce cadeau-là qu'on doit prendre et qu'on doit poursuivre. Voilà. Donc là encore, une histoire de jeu qui a marqué l'écriture. Merci beaucoup. Et donc nous allons arriver à la trilogie Fail. Et déjà le point de départ de
de l'écriture, c'est une commande. C'est une commande de... Oui. Et c'est intéressant d'en parler parce que c'est une discussion qu'on a eue souvent. Marjorie a travaillé avec la compagnie Bouche Bée et donc on a travaillé ensemble dans un dispositif qui s'appelle À Voix Vive. Et dans le cadre de ce dispositif de la bibliothèque départementale de Seine-et-Marne, on invite des auteurs et des autrices pour rencontrer des classes dans un collège, d'abord à travers un échange épistolaire et puis ensuite pour de vrai. Et donc, il y a souvent la discussion chez les auteurs et les autrices de théâtre de la commande. C'est-à-dire que est-ce qu'on travaille sur commande? Est-ce qu'on écrit là? Ce n'était pas des commandes, en l'occurrence. Rancho Carrément Chetassou, c'était une réponse à un concours. Parce que on va dire que le concours était un prétexte, voilà, aussi, un déclencheur. Mm-hmm. Là, arrive une commande, est-ce que tu peux nous en donner un peu le contexte? Comment ça s'est de la même manière passé? Et qu'est-ce qu'on t'a demandé? Comment tu as répondu? Alors j'ai eu d'autres commandes avant, mais pour des courts textes. Là, c'était vraiment ma première commande, et en plus des Tréteaux de France. Donc voilà, il y avait un véritable enjeu sur cette commande-là. En fait, c'est Jonathan Salmon qui s'occupait de coordonner le stage d'automne de la Maison du Geste et de l'Image de Paris. Et ils avaient décidé de travailler sur Revanche. Jonathan découvre le texte à ce moment-là, et c'est le moment où Olivier Letellier, le directeur des Tréteaux de France, a mis en place le dispositif 4-4. Un metteur en scène choisit un auteur, un lieu, plus un quatrième artiste, vidéaste, créateur sonore ou autre, circassien, pour compléter ce quatuor, ce 4-4, qui sera un dispositif tout-terrain qui va partir sur le territoire créé et aussi qui va permettre à la pièce ainsi créée d'aller où le théâtre n'est pas. L'ADN des Tréteaux de France, c'est d'aller là où le théâtre n'est pas. Olivier Letellier a enlevé les chapiteaux. Il a dit on va investir des lieux de la vie quotidienne, mais où le théâtre va pouvoir se faire. Et Jonathan, voulant créer sur l'échec, s'est dit très bien, on va aller en vestiaire. Il a fait beaucoup de sport dans sa vie, mais il ne voulait pas écrire une pièce sur le sport, mais se servir de la charge émotionnelle que constitue le lieu. Charge émotionnelle. Pardonnez-moi. Bonjour. Pas de souci. Bonjour Nicolas. Prends une chaise, prends place. Charge émotionnelle et symbolique. Et donc, en lisant Revanche, il m'a proposé l'échec. Il m'aurait proposé n'importe quel thème. J'aurais dit oui. On ne refuse pas une telle proposition, j'étais juste ravie. L'échec, c'est passionnant, allons-y, pourquoi pas. Et puis évidemment, je travaille beaucoup, avant l'écriture même, énormément de travail, de lecture. Et je travaillais à ce moment-là sur mon deuxième roman jeunesse, que je croyais être une fantaisie, quelque chose de très léger. Et en relisant ces lignes, je me rends compte qu'il ne parle que de ça. Il ne parle que de la peur de l'échec. Je dis, oula, d'accord. En fait, cette peur, je ne l'identifiais pas avant. Voilà. Et je me suis rendu compte, par cette lecture, qu'elle était là, qu'elle était fondatrice, là, c'est ma plus grande peur, je pense, de petite fille, et ensuite d'adulte. Et je me suis dit, mais oui, ce sujet de commande qui est venu à moi, en fait, est vraiment relié à moi. Donc ça a été une commande, mais voilà, c'est béni quand le sujet est aussi proche. De toute façon, le secret pour réussir une commande, c'est qu'il faut relier le désir du metteur en scène, le désir de la commande, à son propre désir d'écriture. Et là, il fallait évidemment que ça sorte, et j'en ai même fait une trilogie, grâce aux éditions Luni notamment, mais ça c'est notre commande qui viendra juste après. Donc, une commande avec énormément de contraintes. Et contraintes de temps, contraintes d'âge, énormément de contraintes. Le cahier des charges est très important, et pourtant, véritablement, j'ai pu trouver ma liberté dans cette commande. C'est une commande déjà qui était contraignante pour le lieu. Écrire pour un vestiaire. Comment on écrit pour un vestiaire? Ça veut dire que le comédien va être toujours à vue, dans un espace réduit, qui ne pourra pas sortir, ou très peu, que les lumières donc seront toujours allumées, que le public va être toujours ensemble. C'est une expérience d'amener les gens dans un vestiaire. Si on les amène jusque-là, on va pas se mentir, hein. Un vestiaire, c'est moche, ça pue la plupart du temps. Voilà. Donc, c'est vraiment dans son jus. On va dans des vestiaires qui sont dans son jus. Donc, si on les amène là, il faut qu'il se passe un petit peu plus que raconter une histoire sur l'échec. Et si ils vivaient véritablement l'expérience de la victoire et de l'échec. Ça a été ça l'idée. Et s'ils jouaient, en fait, véritablement. Donc, j'ai eu l'idée de ce livre
dont vous êtes le héros. D'écrire le texte avec des votes du public qui viendraient interagir sur l'histoire de Noir. Ça, c'est un premier pan. On pourrait développer encore l'écriture là-dessus. Le deuxième pan, comme je vous le disais, un vestiaire, c'est génial comme expérience, c'est différent, mais vraiment, ça fait une fois qu'on y est, bon, ben, c'est un vestiaire, quoi. Donc, il fallait quand même quelque chose qui permette aux spectateurs de sortir de cet endroit qui n'est pas forcément splendide. Et donc, est venue l'idée des casques. Par le casque et la création sonore, et là, on a demandé à Antoine Prost, un créateur sonore des Tréteaux de France, même le créateur sonore des Tréteaux de France, de s'occuper de la création sonore et de travailler sur l'ouverture de l'imaginaire grâce à la dimension sonore du spectacle. En plus, cela m'intéressait, car en travaillant sur la peur de l'échec, j'avais envie de travailler sur les petits doigts. T'es trop nul, tu n'y arriveras pas, pourquoi tu fais ça? Vous voyez ces petites voix qui viennent bien nous pourrir le quotidien. Et j'avais vraiment envie de travailler là-dessus. Donc est venue se greffer sur le projet cette dimension sonore. Ensuite, la troisième contrainte, voilà, c'est le rapport au public. C'est le rapport au public, donc faire équipe et comment on s'adresse à un public si proche. Et donc tu as commencé à écrire, mais il y avait aussi, dans ce que tu m'as raconté, comme pas contrainte, mais peut-être, je sais plus si c'est toi qui l'as demandé ou si ça faisait partie de la méthode de travail avec Jonathan Salmon, mais en tout cas un aller-retour entre ton écriture et ce qui se passait au plateau. Complètement. Quand on m'a donné la première résidence de création, alors pour vous dire, première réunion d'équipe, on est en mars. On est les 3 créateurs, comédiens, metteurs en scène, auteurs. Je rends une première version en juin. Réunion d'équipe avec le créateur sonore. Non, il n'est pas encore là. On est toujours tous les 3. On me dit le texte, il y a déjà les prémices de fail, mais non, le texte c'est pour un public trop âgé, là il faut redescendre, il faut que ça puisse toucher les gens de 8 ans à 80 et quelques. Ok, je revois la copie, pas de souci. Je reviens en septembre avec le début de fail, et là on se dit, d'accord, on a notre départ, on est d'accord, le créateur son est dans l'équipe, c'est parti. Et la première résidence de création, c'était en novembre. Je me suis dit, ça va, ça sera écrit. Et une grande partie a été écrite. Mais l'écriture s'est arrêtée. Je me dis, pourquoi ? Pourquoi là, ça s'arrête aussi nettement ? Arrive cette résidence de création, et on est dans notre vestiaire, parce qu'on crée en vestiaire, près de Verdun, et on commence, oui. Pour l'échec, c'est pas mal. En termes de... Ah, mais les Verdun, pour travailler sur l'échec, en c'est novembre, pas mal. En plus, c'est parfait comme ambiance. Et donc, on commence à créer, et on a fait des rencontres avec le public. Je parlais de ce public tout à l'heure, et donc on avait des rencontres avec le public, et je me suis dit, moi, quand même, ça vient tard. Sincèrement, dans le projet, moi, j'aurais tellement écrit, les rencontres avec le public, ça vient tard. Une fois de plus, je me trompais. C'est-à-dire qu'on créait le matin, on rencontrait le public, et en fait, toutes ces rencontres avec des enfants qui étaient en IME, avec des enfants qui étaient dans des super écoles privées, ils ne savaient pas du tout que j'écrivais sur une école privée, hein, c'est un pur hasard. Avec des commerçants, bref, avec toutes sortes de publics qui venaient nous parler de leurs expériences de l'échec, c'est venu revitaliser l'écriture, ou plutôt la patiner, venir travailler sur des endroits qui étaient un petit peu trop sensibles, etc. Et donc vraiment, le travail avec le public a permis de repartir en écriture, toujours avec l'histoire, moi, que j'avais imaginée à la base. Ce n'est pas venu modifier l'écriture, mais c'est venu, à la marge, la travailler, la polir, l'améliorer. Et donc, je suis repartie en écriture. Et puis, l'écriture s'est arrêtée. Je dis, c'est normal, on arrive en résidence de création, c'est normal, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir de cette résidence. J'attends. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé jusqu'à la 4e. On était quand même pressé par le temps. Enfin, le comédien, voilà, il y avait l'écriture, le temps de l'écriture, mais pour le comédien, il fallait vraiment pas que je perde de temps, parce que lui, il avait toute une pièce à apprendre pour janvier, avec les embranchements. C'est-à-dire qu'il y a quand même une sacrée gageure pour le comédien, c'est qu'il faut qu'il apprenne une pièce, mais selon les votes, c'est un choix ou un autre, donc une difficulté supplémentaire. J'ai quand même respecté mes délais, je l'ai fini il y a 2 ans, il y a quasiment, voilà, je crois que c'était vers le 20 décembre, c'était terminé. Voilà. Mais les résidences de création ont été vraiment très très importantes, et puis le travail avec l'équipe aussi. Franchement, travailler, ça
ça donne plus envie de travailler le théâtre tout seul. Parce que vous voyez directement si votre texte fonctionne ou pas. Vous avez 3 cerveaux en plus du mien. Voilà. 3 personnes avec qui je travaille sont des personnes talentueuses qui connaissent éminemment le théâtre, donc voilà, qui pointent le moindre détail, on teste le texte au plateau et donc, enfin, au vestiaire, et donc on voit si c'est trop long, trop court, s'il faut rajouter, et c'est immédiat. On gagne un temps fou. On n'a peut-être eu que 4 semaines de création, mais le travail de l'équipe fait qu'on gagne un temps phénoménal. Parce que chacun, évidemment, a le lead sur sa partie et est responsable de 95% de sa partie. Mais voilà, on intervient aussi sur les autres. Mais je dirais que c'est aussi un jeu d'équilibriste parce que ça demande une grande humilité de la part de tout le monde, c'est-à-dire à la fois respecter pleinement ton travail d'autrice tout en proposant, tout en peut-être activant des leviers, tout en voilà, et de ta part aussi accepter de re-questionner, de peut-être lâcher des choses. Je ne sais pas, est-ce que par exemple tu as même si l'ensemble était là, est-ce qu'il y a des personnages que tu as ajoutés ou que tu as retirés ou pas en fonction de ça. Et c'est quand même, quand on crée ces personnages, quand on est seul, qu'on avance sur certaines choses, et puis il y a des phrases aussi parfois qu'on doit abandonner, et pourtant qu'on avait travaillé. Enfin voilà. Ça, c'est un travail particulier quand même. Complètement, moi je n'avais pas l'habitude de ça. D'habitude mes pièces, on les prend et ensuite elles sont montées, telles quelles. Il peut y avoir des petites modifications, mais vraiment c'est à la marge. Et là, le premier jour, effectivement, le metteur en scène, on questionne le texte, on questionne tout, le créateur son aussi. Et je me suis dit, bon, il faut que je lâche. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'histoire d'ego, de quoi que ce soit. L'important, c'est le spectacle. On discute, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord avec eux. Voilà, tu as raison, là il faut que je reprenne ce passage-là, tu as tout à fait raison, d'accord, non, et d'autres passages, non, c'est comme ça pour telle et telle raison. Donc il y a ce jeu d'équilibriste, mais il y a vraiment cette idée, non, c'est le spectacle avant tout. J'ai la chance de travailler avec 3 personnes qui s'y connaissent vraiment et en qui j'ai entièrement confiance, donc on avance ensemble. Et tu parlais de phrases auxquelles on peut renoncer. Oui, j'ai renoncé à certaines phrases, mais elles sont dans l'édition. Voilà, elles sont pas... ce sera intéressant de voir qu'elle est... Parce qu'elle fonctionnait, mais quelquefois pour le jeu, il fallait légèrement écourter. Donc voilà, 2 passages, ça se joue à 2 phrases. Hein. C'est vraiment... Voilà, mais donc, il y a une séance de rattrapage grâce à l'édition où il y a 2 passages qui sont un tout petit peu plus longs que dans le spectacle. Et l'influence du coup du travail avec le créateur sonore, justement, parce que alors nous, quand on est lecteur et lectrice de la pièce, on ne se rend pas forcément compte. Quand on a vu la mise en scène, on comprend toute la dimension sonore. Quand on écoute aussi la création sonore, on l'entend en livre audio. Est-ce que toi, ça a influencé ton écriture ou pas, de savoir que certaines voix seraient prises en charge vraiment par le son et non par un corps? Mais la pièce a été écrite pour la dimension sonore. Même je suis allée au-delà de ce que croyait Antoine Prost au départ. Il croyait faire, pas une musique de fond, mais on l'avait présenté comme ça. Moi, non. On me dit 4-4, ça veut dire que l'écriture, la mise en scène, le jeu et la dimension sonore sont d'égale importance. Donc, il faut que l'écriture laisse toute sa place à la création sonore et elle laisse toute sa liberté et vraiment une place importante. Donc, les voix, d'ailleurs, les petites voix qui traversent Fail, la grande majorité, ce sont les miennes. Quelques-unes viennent dans l'édition, dans la version éditée, viennent des gens que l'on a interviewés, parce que ces publics que l'on rencontrait, le metteur en scène et le créateur son leur demandaient quelles sont les petites phrases qui viennent vous parasiter, quelles sont vos plus grandes peurs face à l'échec, etc. Et ils nous ont livré leurs impressions, ils ont été enregistrés surtout, et ils sont dans le spectacle. Ils font partie de la création sonore. Et il y en a beaucoup plus que dans le texte. Il y a même un texte que je fais écrire à des scolaires qui est dans le spectacle, qui n'est pas dans le texte. Tout simplement parce qu'eux avaient signé pour le spectacle. Moi, je ne suis pas allée leur demander leur accord pour la publication. J'ai décidé de mon fait de ne pas le mettre dans la publication parce que si je signe Marjorie Fabre, il n'y a que ce que j'ai écrit qui rentre dans la publication. Donc, en voyant le spectacle, on découvre des choses qui ne sont pas dans le livre, sans évidemment rien perdre de l'intrigue ou de son sel, mais j'ai fait ce distinguo-là. Super. Est-ce que ce serait l'occasion justement de rebondir sur la création sonore et de parler... alors, est-ce que je peux me faire de Luni, oui, voilà, des éditions Luni. Alors, peut-être la toute petite histoire, le lien. Tout à fait, le lien. C'est intéressant. Voilà, oui. Justement, quand j'ai découvert les éditions Luni,
donc de la littérature interactive pour les enfants, je dis à Anne-Sophie, j'avais pas du tout écrit Fail. Je dis, des pièces ou des romans dont vous êtes le héros, mais c'est formidable, j'ai toujours rêvé d'écrire ça. Et donc, quelques temps plus tard, un an plus tard, elle me rappelle pour me proposer l'écriture d'une pièce interactive qui serait l'adaptation d'un grand classique de la littérature pour la Luni, pour le baladeur Flamme. Donc, je montre à tout le monde. Ah oui, voilà. Merci. C'est un baladeur interactif. On peut l'écouter comme ça ou brancher un casque. Je le montre pour les internautes. Et en fait, on peut soit écouter une pièce un texte dans son intégralité, ou bien avoir des pièces interactives. Et moi, ça m'intéressait de créer une pièce interactive pour Raïma et Jules, qui est l'adaptation de Roméo et Juliette, une pièce sur la naissance du sentiment amoureux pour les plus jeunes. Donc, on était dans cette création tout à fait réjouissante avec Anne-Sophie. Et à ce moment-là, passe à Paris, Fail. Je dis, écoute, une pièce dont vous êtes le héros, il faut absolument que tu viennes la voir. Donc, je l'invite à la voir. La pièce lui plaît et quelques mois plus tard, elle me propose de la publier. Seulement, il y a un problème. La pièce est trop courte. Parce qu'en jeu, c'est 1 heure et en audio, c'est 30 minutes. Et en fait, l'Uni a répondu, en me commandant la suite, a répondu à un rêve que j'avais pas osé exprimer. Parce que quand j'ai écrit Fail 1, j'avais qu'une envie, c'était continuer. Parce qu'arrivent dans Fail 1 les personnages de boxe, les personnages de Blue. Et moi, j'avais écrit beaucoup plus que ce qu'il y a dans la pièce. Et forcément, on écrit toujours plus et ensuite, on est obligé de faire des coupes. Et par la commande d'Anne-Sophie, je réalisais ce rêve. Et je pouvais continuer cette pièce. Mais je trouvais que, si tu veux parler, si je parle trop, non, vraiment, il faut me dire. Je serais vite d'écouter. Mais je trouvais que continuer Fail, ça me paraissait artificiel. J'avais peur comme ça de tirer des fils pour tirer des fils. Et donc j'ai proposé autre chose à Anne-Sophie et elle m'a suivie. Je lui ai dit d'accord, mais je vais écrire 2 autres pièces, une sur Blue, une sur Box, constituer ainsi une trilogie et dans chacune, il y aura une dramaturgie du jeu adaptée en lien avec le rapport à l'échec que le personnage a. Et donc il y aura un jeu différent du premier dans chacun des volumes. Et en faisant comme ça, en fait, l'histoire initiale s'est continuée. Tu voulais en dire quelque chose ? Vous avez dit beaucoup. Oui, peut-être c'est intéressant que Anne-Sophie, vous nous présentiez un peu, malgré tout, la spécificité de cette proposition. Déjà, la question du livre audio, du livre-jeu, etc. Et de comment est-ce que nous présenter aussi rapidement, comme Christian l'a fait, votre travail d'éditrice. Bien sûr, donc moi je travaille pour l'Uni, qui est une maison d'édition qui publie des livres audio pour les enfants de 3 à 14 ans. Les livres audio sont interactifs, donc on ne peut les écouter que sur les appareils que produit l'Uni. Donc celui-ci s'appelle Flamme, il y en a un autre qui s'appelle La Fabrique à Histoire, qui est pour les enfants plus petits, que vous connaissez peut-être, c'est vert avec des gros boutons jaunes, petits transistors comme ça. Et moi je travaille principalement sur Flamme et j'avais depuis très longtemps envie de créer ou de proposer des pièces de théâtre audio. Et je me suis longtemps posé la question de ce qui ferait la différence entre une pièce de théâtre audio et une fiction sonore, multivoix, avec des dialogues et assez peu de narration finalement. Et ça me posait un peu question et ça me posait un peu problème. Et de cette réflexion a émergé le projet de Raïma et Jules qu'on a fait avec Marjorie aussi, qui était d'adapter des pièces du répertoire pour les rendre accessibles à des enfants plus jeunes que l'âge auquel on lit les pièces du répertoire, pour les familiariser aussi avec ces grands thèmes universels qui traversent les pièces du répertoire, et pour proposer aussi aux enfants, en plus de cette adaptation contemporaine qui leur parlerait plus directement dans un monde qui leur est le quotidien, des exercices de théâtre à faire soi-même chez soi avec Fleur. Et donc évidemment la rencontre avec Marjorie a permis Raïma et Jules, mais a aussi permis la découverte de Fail. Et c'est vrai que
c'est une pièce, comme tu disais, qui a déjà une dimension sonore telle. Donc il y a non seulement l'interactivité, le fait qu'il faut faire des choix pour avancer dans l'histoire, mais en plus la dimension sonore est très très présente avec le casque. Il y a un travail de la musique, des voix, des subtilités. Charlie avec son clavier qui change sa voix en direct, etc. Pour moi, ça cochait toutes les cases de mon projet rêvé, quoi. D'une manière, mais ça existe, du théâtre interactif audio, c'est possible, et donc c'est pour ça que c'était super de continuer comme ça l'aventure, et aussi de voir se développer Blue et Box. Alors, c'était un peu plus serré dans les timings que ce que tu as eu pour la première partie, mais peut-être que tu en parleras mieux. Oui, mais à chaque commande, son défi. Non, mais une commande tranquille, est-ce que ça existe? Enfin, je veux dire, non, mais... vraiment, une commande, comme une écriture, c'est une aventure. On plaisante là-dessus, mais... Et en fait, ça m'a aidée. Je vais raconter ça. Ça m'a aidé, ce timing serré. Et juste une précision, c'est que ce qui est formidable, c'est que grâce à l'Uni, on a continué l'aventure tous ensemble. C'est-à-dire que pour l'enregistrement, ils ont choisi les comédiens des Tréteaux de France qui avaient participé à l'aventure, plus d'autres, parce que cette fois-ci, Charlie ne faisait pas toutes les voix, il faisait Charlie Labourier et le comédien. Il faisait le maître du jeu, et on avait d'autres acteurs pour les autres voix. Jonathan Salmon, le metteur en scène, était à la direction artistique avec Anne-Sophie. Antoine Prost a continué à créer, donc j'ai continué à être en lien avec lui, à travailler avec lui pour la suite. On était heureux de continuer l'aventure ensemble. Et c'est vrai que Fail est fait quand c'est joué pour un bord plateau derrière. Les Tréteaux de France ne présentent pas de spectacle sans de bord plateau derrière. Donc, Fail s'arrête de manière un petit peu abrupte pour pousser la réflexion. La conclusion est là pour pousser la réflexion et alimenter ce bord plateau qui vient ensuite sur notre rapport à l'échec et à la victoire. Donc, qu'arrive la suite, c'est bienvenu dans la lecture. Parce que si on n'a pas ce bord plateau, le lecteur pourrait se sentir frustré. Donc, heureusement qu'est venue cette proposition et qui m'a permis d'aller au bout de l'histoire. Et on disait autre chose, non ? Les timings. Le timing, ah oui. Le timing, oui. Le timing est assez serré. Mais en fait, il m'a permis d'écrire. Et là aussi, Anne-Sophie, tu n'es pas au courant, mais tu as bien fait de venir également. Donc, il y a de la pression dans une commande. Maintenant, j'ai vraiment appris à travailler avec cette pression-là, et j'adore les commandes et j'adore ça, vraiment. C'est un très grand plaisir. J'écris pour Faye, donc travailler pour les Tréteaux de France. Ça m'a permis de plonger pleinement dans cette peur de l'échec et de travailler cette écriture-là au plus près, vraiment. Entre-temps, j'écris Raïma et Jules. Là, c'est une pièce sur la naissance du sentiment amoureux. Le timing est serré, je travaille énormément, mais avec grand bonheur. Puis en plus, il y a toujours, on parlait du bonheur d'avoir une équipe, mais Anne-Sophie, une éditrice, toutes les semaines, c'est une commande. Si je le souhaite, elle est là, elle me fait des retours, on avance, et ça me permet de gagner un temps fou. Donc, il y a ce suivi de la commande, et l'écriture se passe joyeusement, et ça avance bien. Puis arrive Blue. Aussi, on est sur la peur de l'échec. Et l'écriture est profondément liée à son sujet, à ce que l'on ressent. Et là, les délais sont encore plus serrés que Raïma et Jules, mais sont même pas tenables, je crois. Sont même pas tenables. Mais je peux pas dire non. Toute l'équipe va être... Mais c'est quoi, c'est une semaine, 2 semaines? Je crois que j'avais 1 mois et demi pour écrire 2 pièces. Oh. Je dirais 2 mois, mais c'est loin. Déjà. Voilà, on va dire 2 mois. Mais normalement, j'ai 3 mois. Le minimum, c'est 3 mois pour écrire une pièce. Là, j'ai 2 mois pour écrire 2 pièces. Mais je dis oui. Je me dis, il va y avoir un miracle. Il va y avoir quelque chose. Et donc, oui, il y a le travail d'Anne-Sophie qui a réussi à déplacer des dates et qui m'a fait gagner 1 mois. Donc, voilà. Mais au départ, je ne sais pas, moi, ça. Et l'écriture, avec la pression, trop de pression, ça ne vient pas. Je fais des tas de tentatives, mais quand je dis ça vient pas, c'est 1 mois. C'est pas quelques brouillons, bien sûr, évidemment qu'on a des errances dans l'écriture. Là, c'est 1 mois et rien ne va.
Et je me dis, mais voilà, jusqu'au jour où je pense avoir la bonne idée, le dimanche, je suis là, je relis, et ça ne va toujours pas. Et je me dis, là, je suis vraiment très très mal. Et le lendemain, j'ai une émission de radio. Même Pour simplifier les choses. pour simplifier. Même pas pour mon écriture, c'est parce que j'étais présidente d'un comité de lecture, on me demande d'intervenir là-dessus. Je connais mon sujet, c'est préparé. Normalement, j'ai pas de stress pour ça. Et puis la nuit, non, le stress qui monte entre l'écriture, la radio, et ça vient pas, et ça vient pas. Et je me vois sur une banquise, en train de courir partout avec des pingouins, des ours blancs, je patine complètement, je vais prendre son bateau, je vais laver le pont sur un bateau, et puis on oubliera qui je suis. Un délire total. Vraiment, je n'ose même pas regarder l'heure, je me dis c'est foutu, tout est foutu. Et d'un coup, je me dis, ah ouais, je suis en train de vivre une nuit blanche comme Blue. Parce que Blue, c'est celle qui ne dort jamais. Et on s'était dit avec Anne-Sophie, il faut que ça démarre par une nuit blanche, que j'arrivais pas à écrire. Et d'un coup, je me dis, oh, mais c'est ça. Je suis en train de vivre la nuit blanche de Blue. Alors je me lève, j'écris un peu, je fais des dessins, et hop, je me rendors, là, tranquille. Je me dis, mais ça y est, je le tiens. Le lendemain, je fais mon émission de radio. Elle s'est passée comme elle s'est passée, je ne l'ai jamais réécoutée. J'enchaîne sur un atelier, et le soir, j'écris. Et j'ai écrit le texte Blue quasiment tel qu'il est là. C'était ça, c'était le rêve. Tout, la licorne, tout, enfin j'ai tout gardé, enfin voilà, tout était là. Et une fois que l'écriture était lancée, c'était parti. Et en fait, à chaque fois, la peur de l'échec m'a amenée à l'écriture. Donc, on en bave un peu parfois, mais c'est pour le meilleur et j'adore ce passage. Alors, je suis autrice, hein, j'en parle, voilà, mon regard d'autrice, mais voilà, j'adore ce passage et il ne serait pas venu sans ce lien au texte et sans cette peur-là, donc voilà. Merci parce que c'est passionnant pour nous d'avoir ouverture sur les coulisses de ton écriture et c'est très très intéressant. Ce sera intéressant aussi de pouvoir questionner après le lien justement sur ces différentes versions parce que donc est-ce que ce qui a été édité pour Blue et Box sont exactement les mêmes versions que ce qu'on peut entendre sur l'Uni ou pas? Ou est-ce que tu as un travail de réécriture Alors, il y a eu un travail d'adaptation pour que voilà, ce soit plus clair sur certains passages. Oui, on a dû se poser des questions. Comme il y a du temps qui s'est écoulé, forcément, avec mon côté perfectionniste, je retouche toujours des toutes petites choses, mais c'est vraiment où je trouve une meilleure formulation. Voilà, je vais la noter, mais parce que c'est difficile de reprendre un texte et de ne rien du tout changer. Enfin, voilà, on a toujours envie d'aller encore plus loin. Mais sinon, oui, c'est la même chose. Pour parler d'adaptation, je pense là à un passage qui se trouve dans l'épisode de Blue, le Back to Blue. Je pense à ça. Parce que le maître du jeu, si vous avez lu Fail, ou si vous l'avez vu, il est très très malicieux. Il joue constamment, il s'amuse, il triche. C'est un vrai jeu, hein, je veux dire, on joue à Fail, on joue à un vrai jeu. Mais on a réussi, grâce à la technologie, à mettre aussi cette malice à l'intérieur du flamme. Et en fait, Blue, sa problématique, c'est que, comme elle ne dort jamais, parce que sa mère est absente, et la nuit, pour son travail, elle est gardée par sa sœur, et elle fait des nuits blanches. Elle n'arrive plus à dormir, donc forcément, à l'école, ça ne peut pas marcher. Et donc, elle se croit nulle à l'école. Et ça vient d'une histoire que j'ai véritablement rencontrée, d'une jeune fille qui était en classe relais, parce qu'elle se croyait nulle, en fait, c'était la même situation que Blue. Et ça m'avait beaucoup touchée. Je me dis, waouh, on peut se croire mauvais, on peut se croire incapable, alors que c'est juste que c'est une situation extérieure à nous qui fait qu'on n'arrive pas à suivre à l'école. Et j'avais vraiment voulu y consacrer un volume. Ce personnage m'avait énormément touchée. Et donc, ce personnage pris entre rêve et réalité ne fait pas confiance. Elle s'en remet toujours au sort. Si l'oiseau s'envole avant l'arrivée du bus, je vais pas à l'école. Si, vous connaissez ce jeu des si. Et un des grands défis pour elle, évidemment, sa montagne à gravir dans le fail 2, ça va être de croire en son action et de croire en elle-même. Et à un moment donné, elle hésite entre deux propositions à fort enjeu. Et là, le maître du jeu va dire, allez, on l'aide, choisissez. Et avec le flamme,
Si on choisit une première proposition, error, play again. Deuxième proposition, error, play again. Ok, ça revient. Allez, fais un choix. Error, play again. Et ça continue comme ça, 2, 3 fois. On pourrait croire même qu'il y a un problème sur l'appareil. Et si on est persévérant, arrive le bouton Back to Blue. Le troisième bouton, si vous cliquez dessus, là ça libère 17 points d'action. Et vous rentrez dans le plein pouvoir de Blue. Et c'est parti pour l'action, elle sait ce qu'elle doit faire. Donc voilà, donc la technologie nous permet ce genre de malice qu'on avait déjà avec le maître du jeu. Et voilà, c'est assez réjouissant à concevoir. T'as vu ton cache-cou? Alors, qui a laissé son micro ouvert? C'est Marion. Hop, je vais couper. Donc, comme tu parlais du maître du jeu, peut-être que ce serait intéressant que tu nous dises un peu, voilà, à partir du moment où tu as choisi ta réponse, entre guillemets, à la commande, et ensuite tu le développes, comment est-ce que toi, en tant qu'autrice, tu t'inspires, tu te documentes ou pas, ou tu es toi-même une joueuse et que du coup tu t'inspires de ta propre expérience de joueuse, de jeu de rôle ou de jeu dont vous êtes le héros, etc., ou de gameuse éventuellement. Enfin, voilà, comment tu construis, et puis ensuite ce serait intéressant que tu nous parles de l'évolution du maître du jeu, justement dans les 3 tomes. Alors nous on a lu le premier, je ne sais pas si vous avez déjà lu Blue, moi j'ai lu Blue pour le coup, j'ai pas encore lu le 3e qui est arrivé ce matin dans ma librairie, mais voilà, ce serait intéressant que tu nous en parles un peu, et puis qu'on puisse faire un échange autour de ça, parce qu'on en a pas mal parlé avec les étudiants de cette année de licence pro, licence 3, et puis pour ceux qui ne sont pas étudiants de cette année, peut-être que vous l'avez lu et que vous avez des questions par rapport à ça. Alors, pour Fail, déjà j'ai une maîtrise de littérature médiévale. J'adore ça. Donc ça me parle. Le metteur en scène, c'est un gamer. Il passe son temps à jouer. Il passe ses nuits à jouer. C'est un grand joueur de jeux de plateau qui adore les livres dont vous êtes le héros, les jeux de rôle, etc. Donc, un livre dont vous êtes le héros, voilà, j'avais un interlocuteur de choix. Si j'avais un doute sur les mécanismes, je posais la question à Jonathan. Et moi-même, j'ai lu et décortiqué beaucoup de livres dont vous êtes le héros. Donc, toute l'écriture est travaillée par l'heroic fantasy, par ce monde chevaleresque. Tous les personnages, même s'ils sont des personnages du quotidien, sont travaillés par cet imaginaire-là. Je pense à Gwen Maël, voilà, c'est le dealer d'anti-sèche dans les toilettes. C'est la version actuelle du troll au fond de sa caverne qui va donner l'artefact au héros. Voilà, je joue constamment avec ça. Elle était travaillée par la figure de la magicienne, de l'enchanteresse qui parle peu, qui est là comme une apparition, mais qui, quand elle parle, elle va vous donner la solution et la sagesse nécessaire pour la suite de la quête. On a le trickster qui est ici, avec Box, qui est travaillé comme ça, comme ce personnage qui surgit de la poubelle, qui est positif, mais très malin, rusé, très rapide. Voilà, toute l'écriture a été travaillée par cet imaginaire-là, par des expériences personnelles aussi. Par exemple, pour Fail 1, on s'était dit, avec le metteur en scène, on va aller interviewer des gens qui ont un autre rapport que nous à la victoire et à l'échec. Des avocats, des joueurs de foot. J'ai écrit à Mbappé à l'époque. Bon, il n'a pas répondu. Mais oui, il venait justement... Enfin, j'ai pas dit que je travaillais sur l'échec. J'ai dit que je travaillais sur l'échec, la victoire, enfin bon, le rapport. Il est au PSG, voilà. J'ai pas eu la réponse, mais ce n'est pas grave. Parce que me vient l'intuition, j'ai un ami. J'ai un ami qui, actuellement, vraiment, ça cartonne pour lui dans sa vie. Grosse maison à côté de Paris, grosse voiture, une boîte dans l'événementiel qui cartonne parce que c'est un super créatif, c'est un joueur lui aussi, il s'amuse dans la vie, ça marche très bien, professionnellement, sentimentalement, mais je savais qu'il avait un parcours un petit peu particulier. J'en savais pas plus. Donc je lui dis, est-ce qu'on pourrait pas manger un jour ensemble, et puis tu me racontes. Et il me raconte. Et ce qu'il me raconte, c'est un peu le début de Fail. Il vit dans une cité, ses parents n'ont pas beaucoup d'argent. Son père se dit, si je veux que mon fils réussisse, il faut qu'il aille dans une bonne école privée avec des gens qui ont plus de moyens, plus de culture et qui vont l'élever. Ok, donc le père, des heures sup, soirée, week-end, il se sacrifie vraiment pour son fils et son fils à l'école à l'école privée. Et ça marche pas. Mais alors, pas du tout. Tellement qu'il va se faire renvoyer. La honte pour lui et surtout pour son père qui l'aime énormément. Donc, mon histoire s'est vraiment inspirée de ça. Donc, mais lui, dans la vraie vie, qu'est-ce qu'il se dit ? Je veux exister. Je veux exister d'une certaine façon. Donc, en 6e, il monte le journal du collège. Et là, il se rend compte
qui sait s'entourer. Et il sait drôlement bien s'entourer. Il retourne dans son collège, même dans son collège, ça ne marche pas. Il part en lycée pro. Et en lycée pro, sa famille dit à ses parents, vous n'allez pas le mettre en lycée pro, c'est pas possible, c'est pas assez bien, etc. Et lui, là-bas, on se rend compte qu'il a de belles capacités pour le commerce. Ok. Et donc ce chemin, voilà, qui n'est pas le chemin académique, qui n'est pas la voie royale, l'a amené bien plus haut que d'autres personnes avec des parcours plus classiques. Donc c'est cette première inspiration qui a nourri l'écriture de Faye. Le tome 2, donc je vous en ai parlé, c'est cette jeune fille que j'ai rencontrée dans un atelier d'écriture en classe relais, qui croit qu'elle est nulle, qui est en complet décrochage scolaire, mais tout simplement à cause de la situation familiale, et de sa mère qui ne dort pas chez elle la nuit à cause de son travail, et elle qui fait des nuits blanches. Et puis il est dédicacé à ma mère, parce que ma mère aussi a vécu l'école de la dernière chance. Je ne l'ai pas écrit pour elle, mais c'est venu, je pense, de l'inconscient. C'est venu travailler, elle a vécu à son époque, à cause aussi d'une situation familiale terrible. Malgré son intelligence, elle ne travaillait pas à l'école, elle est partie à cette école de la dernière chance. Et c'est par l'amitié. Le premier jour, elle a rencontré celle qui deviendrait sa meilleure amie. Et c'est par l'amitié qu'elles se sont donné du courage. Et ces deux jeunes filles qui avaient une vie très dure à côté, elles se sont rendues compte qu'elles avaient beaucoup de capacités, étaient même très intelligentes. Elles ont eu leur bac avec mention. Ensuite, elles ont réussi à récupérer le circuit général, à devenir professeur pour l'une, je ne sais plus le métier de l'autre. Bref. Et donc, ces deux histoires mêlées sont venues inspirer Blue. Voilà. Box. D'où il est venu, lui? Il est venu... c'est le perfectionniste. Je pense qu'il y a une partie de moi là-dedans, il y a une partie de moi aussi, il y a le perfectionnisme, il y a la personne qui a des rêves trop grands pour lui, qui va tout faire pour les réaliser, et qui fonce. Donc c'est un mélange, mais c'est une écriture qui est venue de très profondément en moi, en tout cas. Et tu m'as dit... Et la question du maître du jeu, et du coup, ce personnage, en t'inspirant, malgré tout, tu en as fait vraiment celui qui nous mène, en tout cas nous en tant que lecteurs ou lectrices ou en tant que spectatrices. Et du coup, voilà, comment tu t'es amusée avec lui? Quelle rencontre avec ce maître du jeu? Parce que là, tu nous as parlé des personnages qui du coup s'inspirent, et en même temps, comme tu dis, ça vient du plus profond de toi, et le maître du jeu dans tout ça. Mais tu parles de rencontre, et c'est ça. C'est-à-dire que là aussi, j'ai fait plein de tentatives avant d'arriver au texte 1 de Fail, et un jour, j'ai une bonne idée. Je commence à écrire, et c'est pas ça du tout qui vient. En fait, c'est le maître du jeu qui parle. Ce que vous lisez, c'est ça. Je commence comme ça, mais je ne sais pas ce que je suis en train d'écrire. Il m'est arrivé la même chose pour Revanche, d'ailleurs. C'est venu comme ça, je ne savais pas ce que j'étais en train d'écrire. Et donc, c'est le maître du jeu qui s'est imposé et qui a commencé à parler. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je dois écrire. Et donc, il évolue. On en parlait parce que, oui, dans les retours, dans les échanges qu'on avait eus en cours par rapport au maître du jeu, il était perçu selon les groupes qui avaient travaillé. La consigne était la suivante. C'était justement, on avait travaillé la dramaturgie, la fable, etc. et différentes entrées. Et quel espace, comment est-ce qu'on mettrait en scène ce texte, sachant que personne ne l'avait vu. Donc, je n'avais pas du tout dévoilé cette question du casque, etc., cette question du son. Et donc, il y a des maîtres du jeu qui sont apparus assez facétieux, tel que c'est écrit, et en même temps, des interprétations qui ont été dans le sens où le maître du jeu était un vrai manipulateur, quoi. Enfin, je vous laisse peut-être dire sur votre perception par rapport à ça. Il y a eu un groupe, c'est celui de Clem, qui a parlé d'un jeu de rôle avec des vrais dés, mettre en place un vrai jeu de rôle et laisser une grande part au hasard. Ah oui, c'était nous ça. Ah, c'était vous? Oui, c'était avec Clem. Ah mais oui, ça m'a marqué. Nous, on avait imaginé que oui, ça pouvait se jouer vraiment comme sur un jeu de société grandeur nature. Et où peut-être le maître du jeu, on aurait gardé sa dimension de hasard, quoi, et donc il aurait pu être remplacé par un énorme dé. Alors les dés interviennent, mais dans celui-là. Puisqu'à chaque fois le jeu change, en fait, il a été d'abord pensé pour la flamme, et comme il y a le jeu du et si, il y a à la fois les décisions des
des auditeurs, parce que sinon, il n'y a pas de jeu véritablement, mais il y a des moments, c'est le hasard qui va décider et on lance la flamme et c'est le flamme qui décide pour nous. En fait, c'est le hasard. Et donc, on s'est demandé avec Christian comment faire dans la version papier et on a proposé les dés ou le tirage au sort de la voix 1 ou la voix 1. Donc, il y a cette partie-là mixe les deux en fait. Oui. Et voilà. Et du coup, oui, on avait plutôt imaginé que le public pouvait être en déambulation du coup et se déplacer sur les cases du vrai jeu jusqu'à arriver D'accord. à Le jeu de loi de Fail. Et donc, on passait du vestiaire au gymnase. Voilà. D'accord. Du coup, le but, c'est d'arriver au gymnase. En fait, donc, du coup, le vestiaire qui était trop étroit, enfin, vous aviez parlé plutôt, si ça devait se jouer en collège ou en lycée, que ça puisse se jouer dans un espace suffisamment grand pour que la déambulation et le jeu puissent avoir lieu. Et donc, du coup, il n'y avait pas la contrainte du vestiaire dans ma demande. Hein. D'accord. On n'était pas dans le cadre des tréteaux. Mais de fait, tout était libre dans les choix. Et vous, c'était plutôt dans un grand espace de gymnase où vraiment une déambulation était possible. C'était budget illimité aussi. Oui, ça j'ai oublié de le préciser. Mais de toute façon, plus on joue avec Fail, mieux c'est. Le but, c'est de jouer tout le temps. Dans l'écriture, le maître du jeu joue, les personnages jouent, tout le monde joue tout le temps à des jeux. Vous allez voir, c'est encore aggravé dans le Fail 2 et 3. Donc tout le monde joue. Et donc si le metteur en scène joue, il a tout compris. Et je sais qu'il y avait une réflexion sur la question du jeu, des jeux aussi, du maître du jeu qui peut entraîner ou influencer, et du coup influencer sur des décisions qui pourraient être des mauvaises décisions, potentiellement pour le personnage. Hein, je sais pas si Daria ou Corinne ou Léa, vous faisiez partie d'un des groupes qui avait travaillé sur ces questions-là. Oui, mais nous on était partis dans un endroit un peu différent où on s'était dit qu'en fait le maître du jeu était en fait le personnage de Faye. C'est-à-dire que ce soit une sorte de conscience peut-être qu'il aurait ou quelque chose de ce genre-là. On n'a pas eu le temps de beaucoup creuser sur la question, mais du coup on avait imaginé un système avec des ombres et qu'on voit en fait l'ombre de Noah qui se déplace sur des cloisons en fait, et que le maître du jeu soit au centre et puisse être avec les gens enfermés, donc avec les spectateurs, et du coup puisse potentiellement les influencer un petit peu dans leur choix, mais qu'au final ce personnage-là en fait soit carrément Noah, quoi, et que ce soit plus ou moins la même personne. Ah, que Noah soit le maître du jeu. Voilà. Peut-être le maître du jeu serait un Noah. Oui, c'est ça. C'est serait le Noah adulte. Voilà, adulte. Oui, pourquoi pas. Quelque chose de l'ordre de. Il y a la partie un petit peu extérieure de Noah qui est en fait ses décisions qu'il prend et que nous on peut voir en fait. On voit ses choix, etc. Et qui est sa partie un peu plus intérieure qui prend les décisions justement. D'accord, une sorte de conscience. Ouais, voilà, il y aurait quelque chose de cet ordre-là. L'inconscient est là aussi. Je parlais beaucoup d'intuition, d'inconscience, et l'inconscient revient dans cette proposition. Et en même temps, on a parlé du surmoi, du côté tour de contrôle aussi, avec ces petites voix qui disent fais ceci, ne fais pas cela, etc. Enfin, il y a plusieurs instances psychiques. Complètement. Et on parlait de l'influence des choix. Ça a été un gros travail. Sur Fail 1 notamment, et puis ce travail je l'ai perpétué dans Fail 2 et 3. Le metteur en scène avait dit il faut vraiment que chaque choix contienne le positif et le négatif, que ce soit dur de choisir, que chaque réponse aussi contienne en elle-même de la victoire certes, mais de l'échec. On a vraiment travaillé sur cette imbrication échec et victoire, et que on est dans le livre dont vous êtes le héros, mais on n'est pas dans de l'action pure. Il ne s'agissait pas de ça, il ne s'agit pas seulement de prendre un chemin plutôt que l'autre. Il s'agissait de mettre le public dans un rapport à l'échec et à la victoire, à ses propres décisions, à quelle émotion il ressent quand il a un choix à faire. Et on a veillé aussi à équilibrer les parties. Il ne s'agissait pas d'influencer plutôt vers l'un, vers l'autre. Il fallait que le public se sente libre. Mais le piège est dans le choix même, pour aller venir questionner ce rapport à l'échec et à la victoire. Et puis, si on parlait de l'écriture et de l'intellect qu'on a mis, cette partie plus intellectuelle en fait sur le choix, il y avait aussi la dimension émotionnelle qui est venue travailler la pièce. Un livre dont vous êtes le héros, d'accord, mais il fallait qu'il y ait aussi cette dimension émotionnelle parce qu'on est au théâtre et non dans un livre d'action pure.
Mais je me souviens qu'il y avait cette question de justement nous mettre face à ce choix et qu'il y a parfois un choix justement, qui induit malgré tout des choses positives ou négatives. Ce qui avait été soulevé, c'était le fait que ça nous mettait aussi face parfois peut-être au plaisir de voir le héros souffrir. Je ne sais pas, il y en a qui ont évoqué... C'était toi, non? C'est parce qu'on parlait de Squid Game. Ah, mais toi tu avais dit que dans le public ça te faisait très plaisir de proposer des... Non, oui, c'est ça. Ah oui, non, c'est que voilà, oui. Oui, on parlait de rapport au jeu. Oui, voilà, oui. non, mais on parlait de rapport au jeu et Squid Game a été évoqué parce que vous disiez quand même, il y avait un groupe qui avait parlé du fait que Squid Game ou ce genre de jeu, c'était un jeu, mais un jeu dangereux, quoi. Ah, mais c'était moi. Mais voilà, c'est pour ça. Dans ma tête, c'était par là. Non, mais en fait, j'avais pas de groupe parce que j'avais raté quelques minutes de cours du cours précédent, donc j'avais pas pu commencer à réfléchir sur la question. Donc le jour même, enfin la séance suivante, j'ai réfléchi à toute vitesse à une possible mise en scène et la question du jeu de rôle m'a beaucoup intéressée. Et je pense que si je le faisais vraiment, je tirais par là, un truc plus lumineux, positif. Mais j'ai eu l'idée d'un truc très... un Black Mirror, oui, voilà, c'était moi, c'est vrai. Squid Game, très violent dans les écrans, la distanciation qu'il y a entre le public qui vote et qui a ce détachement, même s'il y a beaucoup d'émotionnel aussi, mais ce possible détachement de... Je vais quand même rentrer dans l'histoire et je vais, comment dire en espagnol, mettre le doigt dans la llaga, mettre le doigt dans l'aft, faire mal, appuyer un peu dans le sens où on joue, mais en même temps, il y a un petit plaisir quand même à nous dire c'est pas nous qui sommes dans cette situation difficile en quelque sorte. On va essayer d'aider quand même, mais bon, si jamais ça se passe pas exactement comme on le voudrait, on se rassure, on se dit c'est pas notre cas, pour certains d'entre nous peut-être. Et donc j'avais imaginé une mise en scène très sobre, avec beaucoup d'écrans, avec des vidéos préenregistrées en fonction des choix du public qui voterait, je sais pas, si avec... j'aime pas voter sur des téléphones, mais peut-être avec... des pancartes. Des pancartes. Des pancartes. Si vous venez voir Fail, vous aurez une pancarte. Voilà. Ah oui, les gens votent avec une pancarte. Okay. Il y avait télécommande aussi, qui avait dit... un truc comme ça. On avait envie de ça. Ça, c'est pour la prochaine. On aurait envie. Pour que ce soit exact. Parce que le maître du jeu, quelquefois, est obligé de vraiment compter. Il ne faut pas que les gens se disent, mais c'est truqué, choisi. Non, c'est un vrai jeu. Donc, il faut vraiment choisir, respecter le vote du public. Et est-ce que du coup, il y a des temps qui sont... Enfin, pendant les moments où le public vote, est-ce que c'est un temps qui est compté du coup pour pas que ça prenne trop de temps? Est-ce qu'il y a un décompte? C'est pas... Oui. Non, ça prend pas trop de temps, les gens sont assez spontanés, il y en a qui n'arrivent pas à voter, on parlait de ça. Oui, on parlait de ça du jeu, c'est comment on agit. Et moi je suis souvent j'ai été souvent dans le public, parce que ce qui est génial avec les Tréteaux de France, c'est qu'on suit la création jusqu'au bout, on peaufine après les premières, etc. Et je me souviens d'une classe où il y a un petit qui dit à un autre, moi dans la vie, je choisirais le 1. Mais pour le fun, choisis le 2. Voilà. Oui, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est ça. Et j'étais trop contente de pouvoir tricher. Chose que je ne m'autorisais pas enfant, tu vois. Je trouve ça génial. Mais je disais qu'à la différence, par exemple, d'un jeu télévisé où on a vu, dans les années 90-2000, etc., se développer des choses dans le schéma manquant, je ne sais pas quoi, là, des trucs ultra malsains, en fait, mener la personne à l'échec ou l'enfoncer dans son échec devenait un jeu, en fait, possible. Et un jeu qui était un vrai risque, vu que c'était a priori, c'était quand même des personnes, je ne crois pas que c'était des comédiens qui se mettaient en jeu. Je pense que c'était des vraies personnes qui jouaient. Enfin, tous ces jeux télévisés où le spectateur jouit quand même de l'échec de la personne en face. Mais il y a à la fois une fiction, parce que c'est la télé, parce qu'il y a un écran, parce que tout ça, donc pour le spectateur. Et en même temps, c'est vrai pour la personne qui vit sur le plateau. Alors que là, en l'occurrence au théâtre, dans une pièce jouée par des comédiens, etc., il y a la possibilité du jeu pour nous, en toute sécurité pour la personne et même pour le personnage, a priori, en tout cas. Il n'y a pas, tu vois, cette mise en danger. Non, c'est pas mon état d'esprit, quoi. Enfin, quelle horreur. Je crois que j'avais vu Squid Game, juste là. Mais non, j'avais vu le pitch, j'avais même pas regardé. Parce que quand on travaille sur ce genre de pièces, on regarde tout ce qui se fait autour des jeux, de l'échec, etc. Mais ça, non, torturer des gens, etc., c'est hors de question. Le but de cette pièce, c'est sauver Noah. Le maître du jeu, il vous le dit, allez, on va sauver Noah. Donc, on est dans une pièce jeunesse, c'est pour se donner de la force, c'est pour faire un sort à notre peur de l'échec. On va vers du positif. Mais c'est hors de question de faire mal à qui que ce soit. Et Noah, de toute façon, même s'il lui arrive des pépins, ces pépins, il va savoir les retourner. C'est comment, dans l'échec, trouver la force pour avancer. Et il va faire de tous ces échecs une force, c'est ça l'idée. Donc même s'il a des battements les roues qui arrivent,
il saura faire avec. Et ça, je trouve qu'on le ressent du coup. Et c'est-à-dire que même si on choisit qu'il triche et qu'on sait que voilà, il va forcément avoir des ennuis, on sait qu'aussi en trichant pas, il aura des ennuis. Donc en fait, il y a quelque chose où c'est plaisant parce qu'on sait qu'on l'accompagne et on participe de son accompagnement d'une certaine manière, et quel que soit le choix, il y a effectivement de toute façon quelque chose qui dysfonctionne d'une manière ou d'une autre. Et donc je trouve qu'en tout cas en tant que spectateur, on est rassuré de faire des choix. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité et en même temps on ne se sent pas totalement justement dans quelque chose où on mettrait vraiment le personnage en danger. En tout cas moi, alors je suis adulte, mais j'ai l'impression que les enfants qui étaient là dans la salle le ressentaient aussi de manière très claire. Je pense, et puis le comédien, Charlie Labourier, il est tellement sympathique. Je me tourne vers ceux qui ont vu le spectacle. Il est tellement, voilà, d'une tendresse, d'une énergie, il est très impressionnant comme comédien. Mais voilà, il vous embarque, on sent bien qu'on va pas être dans quelque chose qui fait mal. Une chose quand même, à la fin de Fail, si vous allez tout au bout du tome 3, quand même, il y a une petite rébellion des personnages. Quand même, le maître du jeu, voilà, je ne veux pas vous spoiler évidemment la fin, mais voilà, cette autorité va être mise à mal. Autorité bienveillante, certes, mais autorité quand même. Donc il n'y a qu'un seul comédien sur scène pour Fail premier tome. Oui. Et les autres n'ont pas encore été mis en scène? Non, ceux qui n'avaient pas de projet de mise en scène, ils sont aux éditions Luni. Et ce qui a offert, d'ailleurs, si on parle d'écriture, une autre liberté. Parce que pour le premier, une des contraintes, c'est la mémoire, c'est tout le travail de la technique, etc. Dans une flamme, tout est enregistré. On peut prendre différents chemins, les embranchements sont très très différents. On peut, voilà, l'écriture forcément est autre, la liberté est autre, pas moins ou plus agréable, mais autre. Voilà, et c'est génial de pouvoir travailler sur des supports différents, d'explorer d'autres contrées, tout simplement. J'avais une question. Moi, j'y ai repensé un peu à Philippe, ça, j'ai revu. Et je ne sais pas si vous connaissez le visual novel, qui est un genre de jeu vidéo. Non, je ne connais pas. C'est un genre de jeu vidéo où on suit l'histoire de quelqu'un et il y a des choix à faire. D'accord. Que ce soit de son dialogue ou dans ses actions. Et moi, j'avais vraiment pensé à ça parce que ce qu'on veuille, on peut faire échouer le jeu en ayant une fin. En tout cas, il y a une fin concrète, une fin plutôt négative ou neutre, ou peut-être qu'il va se centrer sur un personnage. Voilà. Et moi, cette idée-là de choix, elle m'avait vraiment fait penser au visual novel. Parce qu'on veuille bien faire ou pas, en fait, on contrôle cette personne, en fait. Et ça dépend des jeux, des visual novels, il y a des choses qui sont très innovantes. Et justement, cette rébellion des personnages, dans un visual novel que j'ai joué, il faudrait que je retrouve le nom, il y a cette rébellion du personnage qui s'en fiche de bien faire ou pas, il s'en fiche de la fin qu'il a, il veut choisir lui-même. Et moi, je me disais justement que, effectivement, le maître du jeu, et c'est intéressant, surtout comment Fail, le premier tome, se finit, ça me fait vraiment penser à ce contrôle de perfection, ce contrôle de la bonne fin, de la bonne manière. Et du coup, j'ai repensé au choix du public. Est-ce que, du coup, il est positif pour le maître du jeu qui propose, alors qu'il y a ce truc quand même de fin parfaite, mais proposé à tous, ou est-ce que c'est vraiment les personnages, comme il y a la question de fin de rébellion, qui est fait pour le personnage. Donc en fait, le choix il sert à qui? Au personnage ou au maître du jeu? Tu veux dire le choix dans le Fail 1, le dernier? Oui, enfin voilà. Moi ça m'a vraiment fait penser... Au spectateur. Voilà. C'est qu'à vous qu'on pense. C'est vraiment pour le spectateur. C'est pour vous. Voilà. C'est pour ça que les révisions, j'ai pas très bien. Tu vois, c'est la tension entre une histoire, la tension ou la rencontre entre une histoire et tout ce travail de réflexion, d'émotion autour de l'expérience de l'échec et de la victoire. Et c'est toujours lié. On ne pense qu'à ça. Le travail d'écriture est toujours en tension entre ces deux pôles-là. La bonne histoire, mieux qu'on peut, on vise ça en tout cas, et ce travail émotionnel et intellectuel sur l'échec. Donc la fin, elle a été écrite pour ça. Vous croyez avoir gagné? Non. Non, vous avez perdu. Et là, on peut commencer la discussion. Et là, on peut commencer. Ou bien continuer la lecture. Voilà. Mais on ne pense qu'au spectateur. Moi, je dois partir dans 5 minutes. Ça va aller très loin. Enfin, bon.
je voulais savoir, je suis très intriguée par la mise en, la mise en espace de Faye avec un seul comédien. Est-ce qu'il a pris tous les rôles? Est-ce que c'est préenregistré? Ah, avec les casques, on a dit, non? Mais j'ai pas bien compris comment ça marche, en fait. D'accord. Alors, si vous venez voir le spectacle, ça spoil un peu, mais voilà. Est-ce qu'il passera sur Paris en janvier? C'est comme vous voulez. En janvier? Oui, au il passe Grand en Palais, je vous ai envoyé les dates. Que je vous les redonnerai. Il y avait beaucoup d'informations. Donc, soit vous voulez garder un peu de non, mais c'est franchement comme vous voulez. Soit vous voulez garder un peu de surprise, soit, je peux vous dire. On savait pas que ça jouait. Garder la surprise. Bah oui. Il faut garder un peu. Parce que, en plus, les gens, quand ils viennent dans le vestiaire, quand ils viennent voir Faye, ils savent même pas qu'ils vont jouer. Genre, ils n'ont pas lu le texte. Le texte est apparu en juin, donc ils savent même pas. Donc ils savaient pas qu'ils allaient avoir des casques, ils savaient pas qu'ils allaient jouer, ils savent rien, quoi. Vous voyez? Donc, est-ce que... Non, alors non. Voilà, si vous venez le voir. Et puis si vous venez pas le voir, ben on se rappelle. Par rapport à cette question justement de la dramaturgie du jeu, tu dis que c'est récurrent dans ton travail d'autrice. Tu écris pour le théâtre, mais pas que. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert en le faisant, c'est-à-dire en écrivant? Est-ce que c'est quelque chose du coup que tu retrouves aussi quand tu écris un roman, quand tu écris pour un texte adulte? Enfin, tu en as parlé un peu avec Range ton cœur, mais des bribes que tu écris aussi peut-être parfois qui sont l'embryon de peut-être prochaine pièce ou pas. Voilà. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a été moteur dès le départ? C'est très présent dans Range ton cœur et mange ta soupe, puisque c'est un couple, A et B, qui là aussi c'est pas genré. C'est le metteur en scène, le comédien ou la comédienne, le lecteur qui choisit qui est ce couple. Et ce couple va essayer tenter d'organiser le premier repas entre les deux belles familles. Mais les deux belles familles, on ne sait pas pourquoi, mais elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas y aller. Et donc ça va être tout ce jeu d'entrée, de sortie, etc. Et donc il y a vraiment un jeu qui est très très présent dans Range ton cœur et mange ta soupe. Et je crois que c'est là que ça travaille vraiment toute mon écriture, mais que c'est venu juste par plaisir. J'aime beaucoup ça. Voilà. Et mes pièces que je préfère, c'est celles qui sortent, même, c'est celles où ça joue. Je pense que c'est constitutif de mon écriture et que le théâtre, comme je vous disais, c'est un lien avec le spectateur, c'est un lien avec d'autres créateurs et c'est pour être à la rencontre de ces autres imaginaires. Et donc non, le jeu est là tout le temps. Et si on parle de jeu, je vous parlais de dramaturgie du jeu différente pour Blue. Blue, ça s'appelle le labyrinthe de Blue parce que là, le jeu est différent de pour Fail, où on choisit un choix plutôt que l'autre parce que Fail, tétanisé par l'échec, n'arrive pas à faire ses choix. Ici, plongée dans ses rêves et dans la réalité, dans cet entre-deux, en fait, elle va être dans un véritable labyrinthe, à la fois intérieur et extérieur. L'école de dernière chance est immense. C'est un peu comme ici, hein. Il y a des passerelles. J'ai vu ça en arrivant, je trouve ça drôle. Il y a des passerelles, il y a des souterrains, il y a un nombre de salles incalculable, des passages secrets, etc. Enfin, c'est vraiment amusé. Je regarde Anne-Sophie parce qu'on a vraiment discuté ensemble là-dessus. On a vraiment rêvé cet espace. Et donc, là, les choix orientent le lecteur vers des lieux différents puisqu'on est dans le labyrinthe. Vers des lieux différents et puis vers le sort aussi, cette question du sort dont on a parlé. Donc ça c'est pour la dramaturgie de Blue. Et Box, il a un problème d'effacement. Il a un problème, il n'arrive pas à s'affirmer ni devant ses parents, ni devant ses amis. C'est pour ça qu'il arrive à l'école de la dernière chance, parce qu'il passe son temps à travailler au magasin familial au lieu de travailler comme il le voudrait lui à l'école, parce qu'il n'arrive pas à s'affirmer devant Crown. Résultat des courses, il finit dans la poubelle. Donc lui, son problème, c'est l'effacement. Malgré tous les talents et malgré toute l'intelligence dont il est pétri. Et pour lui, pour cet élève harcelé, j'ai imaginé un jeu qui fait appel au collectif. Et donc là, le lecteur ou l'auditeur de Fail 3 va devoir savoir sur quel ami le plus compter pour prendre telle décision, pour gagner un maximum de points. On collecte des points, ou on en perd. Parce que si on prend des décisions qui sont vraiment pas terribles pour l'auditeur, enfin pour le personnage, on perd des points et drastiquement. Il n'y a vraiment pas de vice là-dedans. Et le nombre de points que l'on collecte décide de la fin. Soit on prend le petit chemin parce que franchement, le nombre de points qu'on a,
on peut filer jusqu'à la fin. Soit on va faire un grand détour, enfin un détour plus long, parce qu'on a encore quelques points bonus à récupérer. On a 2-3 choses à apprendre afin d'arriver à cette fin. Voilà. Donc pour voir comment le jeu travaille en fait l'histoire. Super, alors on a déjà commencé à poser des questions. Est-ce qu'on peut continuer à ouvrir un peu sur des questions si vous en avez? Et ça peut être aussi des personnes en ligne. Hein. Vous pouvez lever la main. Si moi j'avais des questions, en fait, avec l'intervention des vieux qui étaient venus de notre cours, voilà, on avait parlé du jeu de rôle. Du coup, on s'est que focalisé sur le 1, mais les jeux sont différents, mais il y a quand même aussi une multiplicité, une multitude de jeux qui... En fait, il y a une création de nouveaux jeux, moi je trouve en tout cas, parce qu'il y a vraiment des références qui m'ont été presque limpides sur le jeu de rôle, le dé de 20, où on parle des incompétences qui sont notées sur 20, et en plus ce choix. Et du coup, je me dis qu'il y a aussi cette forme d'amusement et de création du jeu, enfin, la nouveauté du jeu, et aussi surtout cette fraîcheur, cette nouveauté de faire jouer le public en fait. Donc je suppose que au-delà de jouer, il y a aussi, et c'est ce que vous avez commencé à dire, qu'il y a aussi inviter les autres à s'amuser avec le jeu, qui est pourtant, on pourrait dire, parfois compétitif. Mais là, on est sur le groupe. Justement, on voulait pas... J'aime pas les spectacles où on pointe 1 ou 2 personnes, on vient au spectacle, c'est pour être tranquille. Mais donc là, on va jouer en groupe, vraiment. Donc personne n'a de trac ou de quoi que ce soit. Et c'est l'équipe qui va gagner. Et les gens se regardent et on est dans un vestiaire, les gens sont amenés à se regarder, donc on s'est dit, il faut utiliser ça, il faut faire équipe. Et il y a des passages qui sont écrits pour ça. Des passages qui sont écrits pour plusieurs raisons d'ailleurs. Je donne un exemple. Le passage où Noah ne sait pas s'il doit jeter ou garder le tube de colle une fois qu'il l'a acheté à Gwenmael. Les questions vont faire appel. À nous, qu'est-ce qu'on ferait, sincèrement. Si on avait la possibilité d'avoir des 20 sur 20 partout, mais avec cette difficulté de la triche, cette possibilité de se faire renvoyer, qu'est-ce qu'on ferait? Mais vous comprenez bien qu'à ce moment-là, Noah, il peut pas jeter le tube de colle. Moi, en tant qu'autrice, je ne peux pas le faire jeter le tube de colle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser. Donc, on va envoyer la sonnerie. Ah, trop tard. Vous avez été trop long à vous décider, parce que là, tout le monde est en train de parler. Ah oui, ce que j'ai pas dit, il faut que le vote soit fait à l'unanimité, nous dit le maître du jeu. Donc, dans la salle, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se met à parler. Moi, les gens me parlent. Alors, toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu jetterais ou pas? Je sais pas. Et voilà, tout le monde se met à parler. Donc, ce qui crée encore plus l'équipe, ce qui crée du jeu et de l'amusement entre le public. Et d'un coup arrive la sonnerie. Ah, vous étiez trop long à vous décider. Pas de vote possible, il va falloir continuer. Et là, évidemment, le public comprend qu'il y a un petit peu de triche du maître du jeu et de l'autrice. Donc, s'amuse de ça, et l'humour est créé pour ça, c'est volontaire. Et puis, il y a aussi les enfants qui, eux, se disent « Oh punaise, on a raté le truc, c'est pas possible !» Et ils continuent le jeu. Voilà, donc il y a tout ça qui se mêle à chaque fois dans l'écriture des choix. Il y a cette réflexion sur l'échec. Il y a mon histoire aussi qui a certains impératifs. Et puis jouer, quoi. Qu'il y ait de l'humour dans la pièce, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question. Peut-être aussi compléter par rapport à l'écrit de votre côté, l'amusement qu'il y a eu. Est-ce que, parce que quand vous parlez de l'écriture avec vous, ça a été un calvaire? Non, avant, après non. Alors là, Anne-Sophie se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Ne culpabilise pas, c'était pour la bonne cause, Anne-Sophie. Je sais pas, mais voilà, de ce que je vois, j'ai l'impression. Mais du coup, là, avec ce temps, en fait, la part du jeu dans l'écriture, création du jeu qui s'est instauré en fait dans l'écriture, et comment en fait l'amusement en fait s'est fait aussi dans... On parlait de ça, pour te déculpabiliser complètement, Anne-Sophie. Dans le 1, là aussi, pression quand même. Oui. Voilà, première grosse commande, très tôt de France, j'ai toujours rêvé d'écrire pour eux. Oh. Voilà, donc évidemment ça vient pas. Et un jour j'étais à mon bureau et je me dis bon,
Donc, ça commence à venir, mais pas suffisamment vite, etc. Je lui dis, t'es en train de faire quoi, là? T'es en train de faire quoi? Et donc, je l'ai fait façon fiche dont vous êtes... fiche de personnage. Là, t'es en train de... heureusement que je l'ai écrit. Voilà, rêve de perfection, haine de soi, auto-sabotage. Et en fait, de mon incapacité à ce moment-là à écrire, j'en ai fait un jeu et c'est devenu les points d'incompétence. Et merci à cette peur de l'échec qui a nourri l'écriture. Donc, et c'est, je pense, le secret même de l'écriture, et c'est pas moi qui le dis, c'est tout retourner, toutes nos failles, etc., en jeu et s'amuser et rire aussi de ça. Voilà, Baudelaire, il faisait de la boue, de l'or, de sa boue intérieure, de l'or par la poésie. Voilà, moi, mes craintes, ça devient fiche personnage d'un jeu dont vous êtes le héros en jouant avec ces points d'incompétence. Donc, voilà, par exemple. Donc ça sert à l'écriture même. Et il y a beaucoup d'auteurs qui jouent, je veux dire, qui se donnent des contraintes. Bien sûr, il y a Loulipo, mais il y en a d'autres qui... les surréalistes avaient énormément de jeux. Enfin voilà, et ça me permet de rebondir d'ailleurs sur le fait que tu donnes des ateliers aussi. Est-ce que tu as eu l'occasion d'en donner autour de Fail pendant la tournée, par exemple, ou voilà, comment est-ce que là on est dans le cadre aussi de la licence pro d'encadrement et de la question d'encadrement d'atelier. Toi, est-ce que tu as eu l'occasion de t'emparer, ou des comédiens, ou le comédien, ou d'autres personnes des Tréteaux de France qui travailleraient autour des actions artistiques autour de Fail? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un mot justement? Ah oui. Donc déjà pour le jeu, moi j'ai beaucoup joué chez moi en écrivant Fail. Je tirais des cartes contes avec des personnages. Et d'ailleurs, tous les personnages que j'ai tirés sont les personnages quasiment de Fail. Donc je tirais des cartes pour me lancer de l'écriture, tout simplement. Je m'achetais des jeux collaboratifs. Voilà, je jouais contre le plateau de jeu pour Box, puisque je voulais créer un jeu collectif, donc il fallait que je sache comment ça marche, j'ouvrais les enveloppes, etc. C'était très réjouissant. Donc j'ai beaucoup joué, je suis restée dans cet univers du jeu pendant l'écriture. Maintenant, concernant les ateliers, oui, ils ont été déterminants. Déjà, j'ai commencé l'écriture dans un collège sur la peur de l'échec. J'ai fait un atelier avant même l'écriture, plusieurs mois avant, au collège Victor Hugo de Nanterre. Et je me suis rendu compte que la théorie, tous les élèves l'avaient. C'est-à-dire que oui, l'échec, s'il ne tue pas, il rend plus fort. Je ne perds jamais, j'apprends où je gagne. Enfin, tout le monde le sait ça. Je veux dire, tout le monde est assez au clair. Mais qu'en théorie, c'est autre chose. Que cette peur de l'échec, on a beau connaître les vertus de l'échec, elle est là. Et il serait temps de s'en débarrasser pour que les choses soient un peu plus joyeuses. Et donc, j'ai vu les élèves avoir cette théorie, mais une fois face à la feuille, parfois avoir de grosses craintes. Et c'est venu nourrir toute cette réflexion sur Fail. Un autre moment qui a été édifiant pour l'écriture, ça a été à la fin de l'écriture de la première partie de Fail. Le metteur en scène est parti à Fougères, en Bretagne. Voilà, c'était Bretagne et Verdun, voilà, c'était les deux. Et donc, avait un atelier avec un IME, un institut médico-éducatif, avec des enfants qui ont des problèmes psychiques, généralement. Et donc, ils ont joué Fail. Lui était un maître du jeu et les autres se répartissaient le récit et le dialogue. Et ils ont adoré jouer du théâtre, vraiment, ils étaient formidables. Et je suis arrivée, ils m'ont montré le début de la pièce mis en scène ainsi, et je leur ai lu L'école de la dernière chance, le départ. Et là, je vois un élève qui met sa capuche, il parlait très peu, qui met sa capuche sur lui, qui se retourne. Et je comprends alors que c'est un peu dur. Et je comprends que ça fait un peu mal. C'était pas le but du tout, mais je comprends que dans l'écriture, c'est un peu dur. Donc, je l'ai retravaillé. Donc, je l'ai retravaillé aussi le professeur avec le personnage du professeur, avec leur encadrante, qui était un vrai soleil. Et donc, leur présence, de travailler à leur contact, ça m'a permis de retravailler cette écriture-là. Le jour d'après, on va à Notre-Dame-des-Marais. Moi, je venais justement d'écrire le passage sur Notre-Dame de la Résurrection qui débute Fail. Je me dis, ils vont croire que c'est une petite plaisanterie, que je l'ai écrit pour eux, alors que pas du tout, je ne savais pas que j'allais les rencontrer. Et là, les élèves de l'IME jouent ce qu'ils ont préparé, et puis on commence à discuter sur la victoire, sur l'échec. Et là, il y a une élève qui se met à pleurer. Ce sont des élèves d'un excellent établissement, qui ont 15-16 ans, qui... Voilà, ça va plutôt bien dans leur vie scolairement. Mais
Ils ont une telle pression de l'école, une telle pression des parents. Pronote est devenu vraiment le nouveau réseau social de leurs parents qui n'en peuvent plus. Et ils nous parlaient de ça. Et on s'est rendu compte finalement que cette question de l'échec, ben voilà, quel que soit notre niveau, notre âge, avait des répercussions sur nous. Et c'est vraiment venu travailler l'écriture. Donc, ce contact, vraiment, les ateliers, c'est, je le disais au début, mais c'est vraiment essentiel pour venir travailler l'écriture, surtout une écriture jeunesse. Merci. Est-ce que vous avez des questions? À un moment donné, tu as dit que un de tes personnages dans une autre pièce n'était pas genré lui aussi. Mais là, il y a un personnage qui n'est pas genré. C'est Noah. Noah, vous l'imaginez comme vous voulez. D'accord, ok. En fait, J'ai même pas fait attention. pour l'origine, Noah, au départ, il s'appelait Hugo. C'était un garçon. Comme ça, c'était vraiment les premiers brouillons. Puis je me dis, Hugo, non, ça va pas. Je veux un prénom plus ouvert culturellement. Donc arrive Noah. Ok. Et puis on se pose la question, en réunion d'équipe, et si c'était une fille? Ok, on lit le texte à Olivier Letellier la première fois. Il me dit, bon, faire d'une fille la championne de la loose, voilà, c'est peut-être pas terrible. Effectivement. Et là, il nous dit, et si vous tentiez l'absence de genre? Vu qu'il n'y a pas d'incarnation de Noah, vu que c'est le maître du jeu qui prend en charge tout le monde, si on tentait ça, avec le risque de la lourdeur. Oui, on est dans le tas de récits, plus de pronoms, donc on peut avoir ça. Je dis ok, très bien. Je pars le lendemain matin, à 5h du matin, je me réveille, allez c'est parti, on teste, parce qu'on avait la répétition juste après, on avait une répétition importante juste après, et j'aurais écrit tout le texte, mais pas genré. Chose que j'avais déjà faite pour Range ton cœur et mange ta soupe. Et là aussi, je m'étais dit, si c'est lourd, j'arrête. Mais ça passe. Mais on était dans du dialogue. Là, on est dans du théâtre ici. En fait, ça marche. Donc, on l'a laissé comme ça. Et même, stylistiquement, j'aimais bien ces répétitions de Noah. Je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Donc, on était ravis de cette proposition, ravis de laisser libre le spectateur d'imaginer si Noah est un garçon ou une fille, en essayant au maximum de toujours faire entendre ces deux possibilités. Championne de la loose, je ne sais plus quelle est l'autre expression. Sa mère l'appelle ma grenouille, pour mettre un petit peu de féminin, même si ma grenouille pour un garçon ou pour une fille, mais plutôt que, je ne sais pas, mon loup, ou, voilà, on avait choisi ma grenouille. On a tenté vraiment d'équilibrer ces deux parties-là au maximum. Voilà. Donc, si je peux préciser quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui a posé problème au moment de la mise en voix du personnage. Enfin, problème, question. Parce que, en l'occurrence, dans la mise en scène de Fail 1, Charlie prend en charge tout le monde, le comédien prend en charge tous les personnages. Et il est Noah. Et il est Noah, et il peut ajouter ou non des effets sur sa voix en fonction des personnages qui sont interprétés. En revanche, quand nous, on l'a enregistré, il y avait un ou une interprète par rôle. Et donc, il a fallu trouver une voix, en l'occurrence, c'est une comédienne, mais qui laisse un peu planer le doute du genre du personnage. Et enfin, c'est là la difficulté de la représentation des personnes non genrées dans la fiction, parce que quand on entend seulement, en entendant, il y a parfois le risque d'influer l'auditeur, et du coup c'était hyper intéressant de réflchir à toutes ces questions-là. Mais voilà, la comédienne qui l'interprète, voilà, est vraiment dans cet c'est sa voix, mais dans cet entre-deux, et voilà, ça la permet à l'imaginaire de continuer à travailler. Et Bettina Bach, qui est l'illustratrice de la trilogie, ça a été une grande question aussi pour l'illustration de Fail, parce qu'on était parti sur des portraits, on avait envie de donner à voir ces trois personnages, mais de travailler sur le côté non-binaire. De continuer à imaginer, de pouvoir imaginer que ce soit un garçon ou que ce soit une fille, de donner ou une personne non binaire, comme on veut, mais de donner cette liberté-là encore. Donc voilà. Effectivement, comme mon fils l'a vu, il m'a dit on dirait un elfe ou un ange. Elfe, ça va très bien dans ma quête héroïque. Je prends.
Il nous reste 5 minutes, profitez-en. Justement, juste pour revenir sur l'illustration, c'est très intéressant parce que du coup, Noah a ses petits écouteurs et c'est drôle tout ce rapport à l'audio qu'on a parlé. En fait, au final, Noah l'a aussi et on l'a rien qu'à l'illustration. Et je trouve que ça marche encore plus avec l'effet des petites voix, tout ça. Donc, et c'est vrai que quand j'ai vu la couverture, j'ai vraiment imaginé quelque chose de très sonore rien qu'en le lisant, en fait. C'est très, très bêtement parce que en fait, on présente Noah avec cette dimension sonore, avec ses écouteurs, en tout cas. Et je me demandais peut-être, dans cette création de personnage, est-ce qu'il y avait aussi, parce qu'il y avait la commande, je peux dire que peut-être Noah avait aussi ces trucs très sonores avec les petites voix, avec la musique aussi, parce qu'on parle aussi de ses playlists, de sa playlist, tout ça. Oui, vraiment, la musique d'un acteur vraiment a une dimension très importante dans Fail. Si il y a ces écouteurs qui sont là, cette musique, c'est parce que je savais qu'il y avait tout ce travail musical à côté, parce que si c'est un jeune d'aujourd'hui, qui n'a pas ses écouteurs dans l'oreille pour écouter de la musique dans le métro, dans le bus ou ailleurs. Ou les casques, oui. Des casques, voilà. Donc oui, il avait des écouteurs. Et la dimension sonore, je pense que le fait de travailler avec Antoine Prost a décuplé cette envie de son, ce travail-là et de musique. Et vous allez voir qu'il y a un travail très sophistiqué. Il a réussi quelque chose de très, très sophistiqué pour la création de Fail. Et le tout géré par, révéler un peu, quand même, répondre un peu quand même à votre question tout à l'heure, géré par le comédien. Voilà, donc c'est une alliance de technologie. Les deux formes, que ce soit le spectacle ou l'uni, c'est des alliances de technologie, mais qui servent la dramaturgie. Il y a vraiment un lien là-dedans, qui est un lien réjouissant, et pour une autrice, c'est drôle d'investir ces territoires-là. Voilà, de voir où l'écriture peut s'engager grâce à toutes ces technologies. Et les Trésors de France ont permis ça. C'est une structure qui permet d'avoir des casques, qui permet d'avoir toute une création sonore sophistiquée, et l'uni aussi, évidemment, avec le flamme. Même dans les choix, c'est pas tout anodin, mais même dans les choix des musiques dans sa playlist, il y a aussi cette sorte de liberté. On ne sait pas trop qui est Noah, parce qu'il y a vraiment un mélange aussi au niveau musical. Oui, Billie Eilish et l'autre qui c'est. Justement, ah là là, heureusement que je l'ai écrit. Il y a Billie Eilish. On va le trouver. Ah, Jul, Blackpink, Billie Eilish. Voilà. Oui. Effectivement. Il y a de la K-pop, il y a du rap, il y a Billie Eilish. Des musiques. Oui, où on peut se retrouver. J'aime qu'une histoire soit singulière pour parler à l'universel, mais j'avais pas envie d'enfermer Noah dans quelque chose. Je voulais que chacun... Ah, Jules, ouais, j'aime bien. Le jour où on a lu dans le collège, dans le lycée Notre-Dame-des-Marais, le texte, il y avait une jeune fille avec un gros t-shirt Billie Eilish. Voilà, c'est des références actuelles. Quand on le republiera dans 20 ans, on changera les références, comme on le fait pour Revanche, on change le nom des réseaux, etc. Voilà. Mais c'était pour que chacun trouve une accroche, trouve aussi son accroche. Et puis heureusement qu'il y a de l'éclectisme en musique chez les gens aussi, c'est chouette. Voilà. Et écoutez, on est proche du moment, Benjamin, tu avais... du moment où on va devoir ranger parce que la fac ferme, tout simplement, et qu'on va avoir quelqu'un qui va nous dire c'est le moment. Je trouve ça très intéressant, en tout cas la réflexion au niveau des voix. Je travaille beaucoup avec le milieu baroque et en fait avec tout le travail des voix dans les opéras ou dans les oratorios baroques, justement il y a beaucoup de voix masculines qui sont très proches du féminin, beaucoup de voix féminines très proches du masculin, etc. Et du coup,
sur les scènes contemporaines, cet endroit-là, même physique, où les voix des jeunes garçons étaient prises en charge par des femmes, la question de la mezzo-soprane, etc. Donc en tout cas, cette question du genre dans la voix se posait en permanence aussi à cette période. Enfin, c'est toujours posé, mais je trouve qu'à l'époque des 16e, 17e, 18e, c'est particulièrement prégnant. Et ça m'a vraiment fait penser à ça, parce que je pense qu'il y a toute une génération qui est touchée par le baroque liée à des spectacles jeunesse, ou à qui sont touchés aussi par ce rapport à la voix particulier. Et ça m'a fait penser à cette recherche, en fait, que vous avez, c'est-à-dire qu'est-ce qui passe par la voix, quel est l'imaginaire qui est transmis par la voix, et quels stéréotypes on a ou pas, ou comment ça peut nous permettre de sortir de certains stéréotypes juste par le son. Et je trouve ça très intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que justement, là, je sors du salon du livre de Montreuil, où vraiment j'ai vu plusieurs enfants écouter Fail sur le salon, et vraiment les retours sur le genre de Noah c'est vraiment 50-50, quoi. Il n'y a pas de genre qui s'impose pour ce personnage. Et donc ça, en fait, ça marche vraiment bien, cette voix mêlée à l'écriture, évidemment, et à la présentation qu'on fait du personnage, et c'est pas toujours lié au genre présumé de la personne qui écoute non plus. Donc voilà, c'est assez c'est chouette, c'est bien. Ça permet vraiment d'ouvrir un imaginaire large. Oui, et puis de rappeler que le théâtre, ça c'était dans nos cours aussi qu'on apprenait ça, mais de fait, pendant longtemps, on n'a pas parlé de spectateurs et de spectatrices, mais d'auditeurs et d'auditrices. Parce que souvent, on entendait plus qu'on ne voyait, selon l'endroit où on était dans la salle, et donc la dimension sonore était fondamentale. Et donc c'est des choses qu'on a aussi peut-être mis de côté au profit de la vision qui est devenue omniprésente, et le sens le plus développé, et le sens choisi, en fait, à la Renaissance, pour donner la ligne d'horizon du monde, en tout cas dans le monde occidental, et donc de retravailler cette dimension sonore et de l'induire dans l'écriture, et ensuite à travers un travail d'édition avec cette pensée-là, la présence de la musique, la présence du son, mais également toute la qualité du travail que tu as pu faire par ces allers-retours au plateau, et ensuite aussi par une production sonore en soi, au-delà de la production spectaculaire qui tourne. C'est très intéressant de voir toutes les déclinaisons. Est-ce que ça a là l'endroit du sens où ça nous porte, nous, spectateurs et spectatrices, donc qui n'est pas uniquement basé sur la représentation de la vision, mais vraiment sur l'imaginaire lié à l'audition. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à réfléchir aussi par rapport au théâtre que l'on souhaite développer, que l'on veut développer, et peut-être que l'on va voir. Voilà, quels sont les partis pris, et vers quel imaginaire aussi de dramaturgie ça peut nous amener. Dominique Paquet, qui n'est pas là pour travailler sur la question des sens dans la dramaturgie, et c'est pas pour rien. Mais voilà, l'olfactif, le goût, le toucher et le son. Donc c'est très intéressant aussi pour nous de réfléchir à ça, et notamment dans le travail avec la jeunesse, où le casque est omniprésent. Je veux dire, cette sorte de musique de fond, une sorte de bande sonore, de bande originale du monde qu'on a en permanence sur les oreilles, mais qui fait qu'on écoute peut-être parfois vraiment, peut-être parfois pas. Voilà, et ce rapport au son, je pense que le fait de travailler sur scène et dans l'écoute de livres, je trouve ça très important en tout cas. C'est vrai que la dimension sonore, comme c'est un 4/4, le son, c'est un quart du spectacle, véritablement. Il y a un quart de dimension visuelle, il y a un quart avec le jeu, il y a l'écriture. Voilà, mais c'est vraiment, il a une part, il a lui-même une dimension spectaculaire. Il a été travaillé avec sa dimension spectaculaire, et chacun se fait son film. Il y a même des gens parfois qui ferment les yeux parce qu'ils voient l'action se dérouler. C'est écrit pour voir l'action, entendre, être vraiment dans l'action. Donc le spectacle est évidemment sur le plateau vestiaire, mais aussi pleinement dans son imaginaire. On est allé au bout de cette proposition-là. Eh ben, merci beaucoup Marjorie. Merci à vous. Voilà. Un grand merci à vous d'être venus.